tu dis que quand tu es junior, quand tu démarres, des fois c'est plus la personnalité qui va être importante, parce que des fois ça peut même casser une carrière, ça peut même créer un manque de confiance en soi d'un point de vue même d'un CMO sur la suite. Et je coach beaucoup de jeunes CMO et en fait c'est le problème, ils se sentent souvent nuls et parce qu'en fait la façon de travailler de leur chef et la leur n'est pas la même. Par exemple, quelqu'un qui va être pas attaché aux détails, avec un CEO qui est très attaché aux détails, qui leur demande du reporting en permanence, ils vont se sentir jugés et mauvais. Alors que c'est juste pas leur point fort. Avec une plus grosse équipe, ça se serait pas vu parce qu'ils auraient un gars en charge du reporting, tu vois. Donc ça, tu le sais quand tu te connais mieux toi-même. Et tu es capable de le dire aussi, de dire là je suis très mauvais en reporting, mais sache que ce sera le premier profil que je vais embaucher. Rentrons là-dedans d'un point de vue psychologique. Aujourd'hui, il y a plein de méthodes, je sais pas, certains connaissent, il y a par exemple la méthode 10, qu'est-ce qu'il est rouge, est-ce qu'il est vert, etc. Est-ce que des fois vous essayez de mettre dans des cases pour essayer de repérer, pour voir, parce que moi je me connais, c'est un autre point, c'est de se connaître aussi soi-même en tant que CMO. Des fois, effectivement, des CMO ne se connaissent pas peut-être assez bien eux-mêmes, et donc c'est un catalyste, j'imagine, de ce mismatch. Donc en général, tu as les tests principaux. Donc tu as le DISC, tu as le EMBDI et le MBTI. Ok, je connais le premier, mais les deux, non. Les deux autres non. En fait, le DISC, c'est surtout pour de la relation. Ouais. C'est comprendre comment tu dois parler à quelqu'un. Ouais. Les deux autres, c'est plutôt sur soi, se comprendre mieux soi-même. Donc d'ailleurs, je recommande à tous ceux qui sont CMO pour la première fois de passer un voire deux de ces tests-là, de façon à avoir une vision fine. Bah voilà, leur moteur, c'est tout bête, mais connaître ses moteurs permet de savoir qu'est-ce qui va me faire plaisir. Une mission, une augmente. Si tu le sais pas comment, tu sais quoi demander. C'est vrai. Mais c'est aussi comment tu t'adaptes à ton CEO. Et par exemple, Thibaut, c'est quelqu'un, vu que c'est une culture de boîte bootstrap, c'est tu veux lancer quelque chose, bah, tu vas d'abord commencer toi tout seul, tu vas te former, tu vas trouver un outil gratos, tu vas le faire toi-même, tu vas bricoler, tu vas montrer des résultats, et si tu montres des résultats, on va prendre un petit outil, puis un meilleur outil, puis on va peut-être recruter. Donc il y a aussi ce côté où, moi je le vois dans des boîtes que j'accompagne, où ils vont dire ok, ton idée elle est cool, on va tout de suite prendre une agence, un prestat ou un super outil. Bah là en l'occurrence, un Thibaut, tu lui dis ça, il s'évanouit, il déteste, donc c'est plutôt ok, bonne idée, fais-le et on se reparle dans un mois. Chez PeopleDoc, au moment du rachat, il y a des choses que nos patrons savaient qu'ils ne pouvaient pas partager. Il y a des décisions qui nous paraissaient débiles. Parce que dans le cadre d'un rachat, ça se comprenait. Et en fait, on a juste fait confiance en eux. Et ce qui est important là, on en revient à ce que tu disais, c'est d'avoir ce moment où on peut dire qu'on n'est pas d'accord, on peut expliquer les raisons pour lesquelles on n'est pas d'accord, et on peut être sûr que la personne en face les a comprises. Donc s'il s'entête dans sa décision, nous, il faut qu'on sache que c'est parce qu'il a des infos qu'on n'a pas, et pas parce que c'est un crétin. Bonjour Patrice. Salut Nofal. Salut Selma. Salut. Comment allez-vous? Bah écoute, très bien, là on est dans un bel endroit, il fait un peu chaud, mais sinon ça va. Petite ambiance tamisée. Attends la fin. Petite ambiance tamisée. L'idée aujourd'hui, c'est de parler d'un sujet que je trouvais peut-être pertinent de ramener cette fois-ci deux CMO. On s'était déjà vu sur des précédents épisodes. Aujourd'hui, l'idée, c'était un peu de croiser des expériences, de discuter de cette relation un peu complexe des fois peut-être cool, entre un CMO et un CEO. Mais avant, pour un peu revenir vers l'essentiel, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur vous et puis vous présenter. Je commence par Selma. Donc moi c'est Selma, comme tu l'as dit, ça fait 18 ans que je fais du marketing dans des entreprises variées, avec donc des CEO très différents et surtout une vision du rôle du marketing qui a beaucoup évolué au fur et à mesure du temps. Donc on pourra en parler, je pense que c'est intéressant. Eh bien écoutez, Patrice, 35 ans, ça fait 11 ans que je suis en marketing B2B. J'ai fait 5 ans dans des grands groupes chez Sony et Samsung, j'ai fait 4 ans en start-up chez Partout. Et là, depuis 2 ans à mon compte pour accompagner start-up et scale-up sur les enjeux de marketing. Très cool. Pourquoi vous avez accepté de venir parler de ce sujet de relation CMO-CEO? Pour avoir une augmente et dire du bien de mon chef. Vas-y, je te laisse d'abord. Elle s'en est bien sortie. Le pire, c'est que j'ai fait aussi une blague en disant que moi j'aimais la caméra, j'étais content d'être là, mais là, 2 blagues, ça fait trop. Celle d'après. Sujet important parce que je vois que ça peut être souvent des sujets un peu compliqués, effectivement, la relation CMO-CEO. Moi, j'ai eu une relation chez Partout avec des débuts compliqués et ensuite beaucoup mieux. Donc ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent, donc ça parle et j'ai pas trop vu cette thématique abordée en fait. Donc c'est ça qui m'a intrigué, qui m'a donné envie de venir. Ok, très clair. Aujourd'hui,
Si Je peux donner une vraie réponse quand même. Ouais. Parce que bon, il y en a une. Non, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que comme le rôle du CMO est extrêmement variable selon l'entreprise dans laquelle tu es, la façon dont le CEO va te positionner au moment de ton arrivée va vraiment conditionner ta prise de poste et ton succès en fait. Et que je pense que sensibiliser les CEO à l'importance de faire de la place au CMO et de comprendre le rôle de CMO, c'est la meilleure façon de nous aider à faire notre job. Ok. Tout simplement. Ok, très clair. Et donc aujourd'hui, c'est un sujet que vous pensez qui est à peu près le même qu'il y a quelques années, ou peut-être qu'il est encore plus important avec un peu des dynamiques où on voit que le rôle de CMO il évolue, on voit qu'un peu les challenges ou les objectifs sont beaucoup plus orientés revenus. Est-ce qu'il y a un vrai changement qui fait que ça fait sens aujourd'hui d'en parler, ou en fait ça a toujours été une relation qu'il fallait un peu traiter différemment d'un point de vue CMO et CEO? Alors, je trouve que c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on commence à demander des choses différentes au CMO. Avant, on lui demandait de faire de la marque. Ensuite, on lui a demandé de faire du revenu. Maintenant, on lui demande de faire du revenu qui soit prévisible, qui soit scalable et qui soit avec un coût géré, c'est-à-dire un ROI vraiment mesurable dans le temps. Et donc là, on attaque une vision vraiment long terme. C'est pas juste faire le plan de cette année, c'est comment est-ce qu'on va faire le plan dans 3 ans, dans 5 ans, comment on accompagne vraiment la croissance. Et ça fait de ce duo, vraiment le duo qui a besoin de parler tous les jours de comment on fait cette croissance, alors que le patron commercial va vraiment se focus plus sur le revenu immédiat. Donc cette relation qui était un peu le marketing soutien des sales devient vraiment une relation avec 3 têtes qui sont comment on fait du revenu aujourd'hui, comment on en fait demain et comment est-ce qu'on s'assure que tout ça c'est aligné avec la vision du boss. Réponse parfaite. Hein. Parfait. Ouais. Je vais la laisser répondre en premier à chaque fois. Non, la prochaine c'est pour toi. Débrouille-toi. mais du coup, en soi, ça serait quoi cette relation idéale, dans le sens aujourd'hui, si on repart de zéro, par exemple, on arrive dans une boîte, vous êtes un CMO et vous devez établir cette relation. Ça serait quoi cette relation d'un point de vue idéal? Déjà, pour moi, les bases, mais qui sont un peu les bases de tout type de relation, c'est déjà l'ultra-transparence, c'est savoir quels sont les enjeux de la boîte, qu'est-ce qui est attendu de la part du CMO, qu'est-ce qui va être, sur quoi tu vas être un peu suivi, challengé, incentivé. Et c'est là où souvent la réponse côté CEO peut-être soit un peu vague ou un peu large. Et je pense que si déjà il y a une bonne transparence, un bon cadre et vraiment une discussion très claire, très concrète, au moins tu commences déjà à avoir un paysage beaucoup plus clair. Donc pour moi, c'est vraiment dès le début réussir à avoir ce cadre. Et je pense que quand tu es quand je peux dire ça un peu en premières expériences de CMO, tu n'as peut-être pas encore les bonnes questions, les bonnes manières d'aborder ça. Mais avec l'expérience, tu sais aussi comment on va guider ton CEO, pour qui peut-être c'est la première fois qu'il dirige du marketing, ou peut-être une personne de ton expérience, ou qui met le marketing dans cet impact-là dans sa boîte. Et c'est aussi, je pense, notre rôle de pouvoir le guider et l'amener vers les bonnes réflexions et le bon chemin à tracer. Ok, mais des fois, juste pour rebondir sur ça, des fois, la nature même de la fiche de poste, par exemple, d'un CMO, comment il est conçu par un CEO, peut être un peu une source de mismatch potentiel à l'arrivée d'un CMO. Clairement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que, par exemple, tu l'as déjà vécu, ou à un moment donné, tu as dû redéfinir avec le CEO ce mismatch? Oui, alors oui, une fois, et ça je raconterai quelque part dans l'épisode parce que c'était vraiment un énorme fail de ma part de rentrer dans cette entreprise. Mais oui, parce qu'en fait, un CEO ne sait pas. Alors ce qu'il faut se dire, c'est qu'un CEO n'est pas ton manager fonctionnel, il n'est pas meilleur en marketing que toi, donc il ne sait pas ce qu'il y a dans la fiche de poste. Il faut vraiment l'aborder comme ça. Même s'il y a des choses écrites, c'est pas forcément ce dont il a besoin, c'est ce qu'il va penser avoir besoin. Okay. Tu vas souvent voir des job desks qui sont très orientés revenus justement, où tu vas avoir demande jeune écrit à chaque ligne, tu vas avoir X millions attendus, et en fait, en creusant un peu, tu vas te rendre compte qu'il y a un vrai problème de positionnement par exemple, ou je sais pas, ou que la marque n'est pas assez forte, ou alors elle est mal comprise. Donc en fait, voilà, donc faut pas attendre du CEO qu'il te dise quoi faire. En revanche, toute cette période qui est avant l'embauche jusqu'à, on va dire, 3 mois après l'embauche, doit te servir à faire la fiche de poste. Et pour moi, l'idéal, c'est de se mettre d'accord au bout des 3 mois sur ce que c'est la fiche de poste et la feuille de route du CMO. Parce que si tu le fais avant, tu vas forcément te tromper parce que tu ne connais pas les enjeux de la boîte. C'est ça, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup en parlant avec des startups, justement sur le premier recrutement foiré. Et sur ce côté effectivement du CEO qui ne connaît pas le marketing, quelque chose que je recommande et qui marche bien, c'est aussi le CEO qui va parler à d'autres CEO pour un peu mieux comprendre effectivement ce que tu peux attendre de ce département. Ok,
Très clair. Et du coup, vous avez eu un use case où vous avez eu besoin de redéfinir? Est-ce que peut-être vous avez déjà vécu ça en mode ok, super, mais voilà vraiment ce que moi je peux faire et voilà ce que je ne peux pas faire aussi, parce que des fois où il y a de l'over-expectation d'un CEO ou même d'un dirigeant tout court. Est-ce que vous avez déjà été dans ces situations-là, par exemple? Oui, souvent. Tu as plusieurs types de CEO. Tu as le CEO qui a des marottes. Généralement, c'est un sujet qu'il aime et il va t'embêter beaucoup sur ce sujet. Tu le connais, on l'a tous. Mon CEO actuel que j'adore, je reprécise, merci mon augmente, ça va être le SEO. Non, je l'adore vraiment pour le coup. Mais ça va être le SEO par exemple. Donc dès qu'il va y avoir un sujet, je sais qu'il va revenir au SEO. Et il va demander des choses qui sont parfois pas en phase avec la phase de croissance ou les actions qu'on est en train de mettre en place. Tu vas avoir le CEO qui n'y comprend rien et du coup va être frustré de ne rien y comprendre. Il a l'impression que c'est une sorte de black box. Et soit ça lui va pas, mais il va s'en mêler de façon inappropriée pour montrer qu'il apporte de la valeur. Voilà. Et tu vas avoir aussi le CEO qui est réfractaire, qui ne comprend pas l'intérêt d'avoir un CMO. En vrai, en général, il le cache sous le CRO pour être sûr de jamais lui parler. Okay. Non mais tu vois, donc, il y en a plein. Et en fait, je pense que justement, ce qui va peut-être différencier un CMO junior d'un CMO senior, c'est d'être capable d'arriver, de comprendre et de rassurer son boss. Tu parlais de transparence, mais je pense qu'il faut rajouter la notion de confiance qui est très très importante. De je veux les infos et fais-moi confiance sur ce que j'en fais. On va définir ensemble les métriques sur lesquelles tu vas m'évaluer, mais tant que c'est répondu, fais-moi confiance, ça se passe bien. Et avec le temps, où ce genre de situation, j'imagine que ça se corrige. Si par exemple, ou pas. Okay. Est-ce qu'il y a des tips pour un peu corriger rapidement cette situation? Imagine, voilà, en prenant ce use case, c'est très compliqué très vite, mais peut-être que la boîte elle est cool, que l'objectif est compliqué. Est-ce qu'il y a des techniques des fois pour réoptimiser cette relation, ou bien des fois en fait c'est vraiment des mismatchs de personnalité, des mismatchs j'imagine aussi des personnalités de CEO, puisque on a eu déjà des échanges, il y a notamment par exemple tu m'avais dit dans un précédent épisode chez Partout, le côté que en tout cas l'équipe de direction des fois comprenne le marketing, ça peut être différent versus un autre CEO qui comprend rien au marketing, comme tu disais un black box. Est-ce qu'il y a des techniques un petit peu pour l'améliorer au fur et à mesure? Tu veux te lancer? Vas-y. Ouais. Alors déjà pour la première partie de la question, alors je pense que avoir des points réguliers pour suivre, parce que c'est vrai que parfois tu peux avoir une situation où tu as une rencontre entre CEO et CMO qui se fait une fois par mois ou parfois une fois par trimestre, et là ça peut peut-être amener des conflits. En revanche, si tu as une manière de discuter peut-être toutes les 2 semaines avec ton CEO et qu'à un moment tu prends aussi des moments un peu plus formels où tu te poses pour dire voilà ce qui a été fait, voilà la direction que je prends, pour aussi un peu rééduquer. Moi j'ai eu l'occasion de faire à un moment une présentation plus de vision marketing pour dire voilà ce qui m'a été demandé les derniers mois, mais voilà là où moi je veux emmener la boîte. Et finalement tu fais découvrir plein de choses à la direction, tu arrives à les convaincre aussi par ce que tu proposes, et à partir de là un peu pour rebondir, c'est là aussi qu'ils font confiance en disant ok, j'ai été content avec les premiers résultats que j'ai eus, je vois où ils veulent m'emmener, je vais lui faire confiance et je vais laisser. Ça c'était pour la première partie de la question, et la deuxième partie que j'ai posée, dans l'évolution, par exemple toi ton dernier use case c'était Partout. Ouais. Comment tu as fait évoluer cette relation? En l'occurrence, avec Thibaut, c'est vraiment avec les résultats. Là, je peux envie de généraliser, je ne sais pas comment sont d'autres CEO, mais il a vu l'impact. En fait, il y a eu un gros impact marketing pendant la période du Covid. Pendant la période du Covid, donc côté sales, on ne pouvait pas faire grand-chose, voire rien du tout. Et côté marketing, ça a été au global, mais surtout pour nous, donc l'essor des webinars. Et là, ça a commencé à générer beaucoup de leads, à générer du pipe, à générer des signatures, à être présent sur beaucoup d'actions. Et là, j'ai senti effectivement un côté de ah ouais, ok, le marketing qui était vu beaucoup comme un département de support chez Partout, tiens, il peut être encore plus impliqué dans la partie business. Et là, j'ai senti effectivement une autre vue et une autre étape de la relation. Ok. Et tu parles vraiment de 2 types de mismatch différents. Il y a le mismatch sur la mission et le mismatch sur la personnalité. Ok. Pour la mission, je suis d'accord, 100% aligné, et l'idéal, c'est vraiment d'over-communiquer. Je m'engage à faire ça exactement. Je vois beaucoup de CMO qui se noient parce qu'ils essayent de tout faire pour justement répondre le fameux premier cas du CEO qui te demande plein de trucs différents et qui a trop envie de s'y mettre parce que c'est cool le marketing. Et ils essayent tellement de faire plaisir qu'ils s'embourbent dans plein de projets, ils mènent rien à bien et au final, leur action est totalement invisible et diluée. Alors qu'à l'inverse, si tu es capable de dire j'ai entendu,
pour moi ton problème c'est ça, donc on va commencer là-dessus, tu le fais valider, plutôt que faire valider des actions, c'est faire valider une logique, et après tu l'emmènes étape par étape. Donc ça c'est... Et en fait, l'avantage de parler comme ça, c'est que ça permet, même si vous n'êtes pas d'accord sur les moyens utilisés, d'au moins être d'accord sur la vision, comme tu le disais, sur la direction qu'on prend. Et c'est beaucoup plus facile de gérer parce qu'en fait, c'est que des petits problèmes et pas un problème total d'ensemble. Donc ça va. Là où il y a un vrai problème, c'est lorsqu'il y a un mismatch sur la personnalité. Et moi, j'ai fait l'erreur quand j'étais plus jeune de ne pas assez creuser cette partie-là. Tu sais, quand tu es jeune, parce que moi je suis plus vieille que toi. Tu l'es toujours. T'as vu que moi j'ai pas donné mon âge. Donc, merde, je commence. C'est que, en fait, quand tu postules, t'as l'impression limite qu'on te fait une fleur en te donnant le job et que tu le mérites pas, et tu vas pas creuser tous les points qui sont hyper importants. Typiquement, mon plus gros mismatch, c'est dans une boîte où je suis partie, je me suis fait virer 4 mois après. Donc, c'était une période très intense et j'ai adoré cet été à base de franchement, c'était génial. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas posé les questions sur comment il voulait qu'on travaille au quotidien. Sa personnalité me plaisait pas trop, mais je me disais que c'est pas grave. J'ai pas demandé à rencontrer les autres membres du COMEX. J'ai pas demandé à rencontrer le board. J'ai pas demandé à rencontrer mon équipe. Et en fait, je suis arrivée et 2 jours après, il me demandait de virer mon équipe, de pivoter complètement. Et en fait, oui, mais aujourd'hui, on ferait plus cette erreur. Là, encore une fois, j'aime vraiment mon boss, hein, c'est pas juste pour avoir une augmente, mais quand même. Je vais arrêter, ça devient chiant. Ça devient hyper chiant. On va faire un remix à la fin de c'est ça. Non, et plus sérieusement, là, ce que j'ai fait, c'est je lui ai vraiment demandé, la santé financière de l'entreprise, comment la croissance était assurée. Il m'a ouvert tous les systèmes d'infos de la boîte pour que je puisse regarder par moi-même. Et en fait, ça, c'est hyper rassurant. Et il y a aussi autre chose, c'est le match de personnalité. Plus la personnalité est différente de toi, plus la collab est difficile et plus ça va demander d'avoir un gros effort au début pour bâtir cette confiance. Là, l'avantage, c'est qu'on a des profils très très similaires, donc on se comprend très facilement et qu'on peut faire un call de 10 minutes et on s'est dit autant de choses que sinon en 3 heures. Donc pour son premier rôle de CMO, j'aurais tendance à dire que prendre une personnalité qui est proche de la sienne, ça va aider. Parce que comme il pense pareil, ça aide à expliquer, même si on ne s'explique pas très bien, même si on n'est pas encore hyper clair sur ce qu'on veut faire, la personne va nous comprendre à demi-mot et ça va aider. Et vraiment de s'engager sur le CEO très différent de soi plus tard. Ok, c'est hyper pertinent, c'est-à-dire qu'en gros, tu l'as regroupé en mode le match ou le mismatch mission, donc on s'accorde en termes de vision de ce qu'on veut faire, versus la personnalité, et tu dis que quand tu es junior, quand tu démarres, des fois c'est plus la personnalité qui va être importante, parce que des fois ça peut même casser une carrière, ça peut même créer un manque de confiance en soi d'un point de vue, même d'un CMO sur la suite. Et je coach beaucoup de jeunes CMO et en fait c'est le problème, ils se sentent souvent nuls, mais parce qu'en fait la façon de travailler de leur chef et la leur n'est pas la même. Par exemple, quelqu'un qui va être pas attaché aux détails, avec un CEO qui est très attaché aux détails, qui leur demande du reporting en permanence, ils vont se sentir jugés et mauvais. Alors que c'est juste pas leur point fort. Avec une plus grosse équipe, ça se serait pas vu parce qu'ils auraient un gars en charge du reporting, tu vois. Donc ça, tu le sais quand tu te connais mieux toi-même. Et tu es capable de le dire aussi, de dire là je suis très mauvais en reporting, mais sache que ce sera le premier profil que je vais embaucher. Mais quand c'est ton premier poste, tu n'es pas capable de dire ça. Donc il faut vraiment, tout ce qui est good feeling à l'entretien, il ne faut pas le négliger, sentir que tu te sentirais capable de travailler. Pour moi, c'est limite, avant même l'intérêt du job, avant la taille de l'équipe, avant le salaire, c'est ça. Parce que quand tu commences, tu veux grandir. Et sinon, tu vas beaucoup plus difficilement pouvoir le faire en tout cas. C'est beau. C'est beau, rien à ajouter. Hyper intéressant la partie, j'ai l'impression de scanner la personnalité potentielle du CMO. Rentrant là-dedans d'un point de vue psychologique, aujourd'hui il y a plein de méthodes, je sais pas, certains connaissent, il y a par exemple la méthode 10, est-ce qu'il est rouge, est-ce qu'il est vert, etc. Est-ce que des fois vous essayez de mettre dans des cases pour essayer de repérer, pour voir, parce que moi je me connais, c'est un autre point, c'est de se connaître aussi soi-même en tant que CMO. Des fois effectivement des CMO ne se connaissent pas peut-être assez bien eux-mêmes, et donc c'est un catalyste, j'imagine, de ce mismatch. Est-ce que vous utilisez des outils, alors j'ai parlé de disque parce que c'est le plus connu, je sais qu'il y a d'autres trucs, vous essayez d'appliquer ce framework sur des CEO pour voir où ils en sont? Alors moi non, donc je te laisse. Non, moi non. Ah bon, absolument. Non, parce que je sais que je suis ingérable, je suis unmanageable. Donc il faut un boss qui a cette même appétence de pas aimer micromanager ou même de voir le quotidien. Tu vois. Parce que forcément, si jamais j'ai quelqu'un qui va me demander beaucoup de reporting et autres, je sais que ça ne matchera pas. Parce que ça va me frustrer, ça va me saouler, ça va mal se passer. On en revient, même si on est aligné sur la mission, les caractères font que chaque one-to-one va devenir horrible pour lui comme pour moi. Voilà. Donc bien sûr que je le fais pour vérifier que ça va bien se passer. Donc en général, tu as les tests principaux. Donc tu as le DISC, tu as le EMBDI et le MBTI.
Ok, je connais le premier, mais les deux, non. Les deux autres non. En fait, le disque, c'est surtout pour de la relation. Ouais. C'est comprendre comment tu dois parler à quelqu'un. Ouais. Les deux autres, c'est plutôt sur soi, se comprendre mieux soi-même. Donc d'ailleurs, je recommande à tous ceux qui sont CMO pour la première fois de passer 1 voire 2 de ces tests-là, de façon à avoir une vision fine. Bah voilà, leur moteur, c'est tout bête, mais connaître ses moteurs permet de savoir qu'est-ce qui va me faire plaisir. Une mission, une augmente. Si tu le sais pas comment, tu sais quoi demander. C'est vrai, c'est vrai. T'as raison, ouais, juste pour rebondir là-dessus, après partout j'ai fait donc le programme Chance, qui est un programme un peu de réflexion professionnelle, et effectivement il y avait des tests comme ça, il y a beaucoup de questions sur les moteurs, qu'est-ce qui te donne envie, et je me suis dit, alors sur le tas, beaucoup plus connu grâce à cette période-là pour dire ok, je sais qui je suis, je sais ce dont j'ai besoin, et j'ai mieux compris des succès, des échecs, des précédentes expériences grâce à ça. Oui. Et tu te rends compte de tes drives, tu te rends compte aussi de ce qui... Non, moi je sais que ce qui vraiment me met hors de moi, c'est de ne pas faire mon objectif. Okay. Ça me rend dingue. Je suis capable de passer à gauche, à droite. L'objectif, il sera fait. Tu vois, l'objectif, il est fait. Mais pareil, j'ai besoin d'avoir un chef qui comprend ça et qui sait que si jamais j'ai un chef qui est très attaché au cadre très propre, process et tout, ça marchera pas. Bah non, parce que moi, quoi qu'il se passe, l'objectif, il sera rempli. Donc bon. Super pertinent, parce que pour résumer ça, c'est se faire un test soi-même déjà. Oui, se connaître. Se connaître, c'est important, et essayer de comprendre l'autre à travers un test, ou au moins ce qu'on appelle un peu des faisceaux d'indices de qui il est, et de vraiment les intégrer, ne pas les rejeter et se concentrer. Parce qu'à la fin, on parle d'alignement. Si je connais moi ce que je veux, et que je comprends lui ce qu'il veut, bah, évidemment ça se passera mieux, si je comprends bien. C'est ça. Et tu as des outils, par exemple Human Linker, d'ailleurs les copains, je les salue, parce que sur LinkedIn, franchement, vous avez un doute, prenez LinkedIn, Human Linker, vous avez 10 contacts gratuits, je crois, tu tapes le nom de la personne et tu regardes. Il y a des biais, c'est-à-dire que si c'est ton équipe com qui poste à ta place, bah, ton profil va être un peu biaisé, mais pour la plupart des CEO, c'est assez... Pour préciser, Human Linker, c'est un SaaS qui te permet d'engager avec des prospects sur LinkedIn avec un disque. Voilà. Donc, voilà. Mais en effet, et je pense d'ailleurs que c'est le premier exercice à faire lorsqu'on constitue un COMEX. Donc nous, on vient de créer notre COMEX, c'est vraiment tout nouveau. La première chose qu'on va faire, c'est, donc nous, on fait les 16 personnalités, donc le MBTI, ensemble, pour justement apprendre à se connaître. C'est trop bien ça. Mais en fait, c'est obligatoire. Comment tu veux bosser avec des gens si tu comprends pas leur mécanisme ? Il y a beaucoup de boîtes qui font ça ou pas ? Ah bah toutes celles, déjà je force toutes celles. Et même dans mes équipes, mes équipes de managers, parce que quand je suis arrivée chez PeopleDog, j'avais 5 personnes et je suis montée à 70 en 5 ans. Sauf que tu n'as pas le temps de connaître les gens en vrai. Donc c'était disque dans toutes les équipes, parce que le disque c'est facile à comprendre, il y a 4 couleurs. Hein, c'est ça, ouais. Voilà, même avant temps, tu réussis à savoir de quelle couleur tu es. Et en fait, tout le monde passe le test, tout le monde se comprend, et ça désamorce plein de trucs. Un exemple que j'adore, si tu vas avoir tous les créas qui sont en général très jaunes, extravertis, qui aiment bien être sur scène, et après tu vas avoir les growth ou les ops qui vont être très bleus. Le bleu, c'est la personne très analytique. Invariablement, t'arrives, le bleu pense que l'autre c'est un show-off un peu con, et le jaune pense que le bleu est hyper chiant et il voudrait surtout pas faire une soirée avec. Non mais ça veut pas dire qu'ils vont mieux s'entendre, ça veut dire qu'ils vont se comprendre. Ils vont se comprendre, c'est ça. Et ça va aider. Il faut faire pareil avec ton boss, avec ton équipe. C'est trop drôle parce que donc, ce que tu racontes, donc là il y a... Tu l'as vécu. Non mais en fait, il y a une boîte que j'accompagne, et en fait il y a un séminaire en juin, et là ils nous font justement faire des tests de personnalité. Et alors, je sais pas ce qui va se passer ensuite, mais en tout cas, c'est rigolo que pour le séminaire, peut-être les activités, ils vont voir un peu quels sont les profils et voir un peu comment ça se passait. Donc oui, c'est marrant. Ouais. Ce qui nous amène un peu à ce sujet par la suite des attentes, parce qu'à la fin, si on se comprend, si je me comprends, si je comprends l'autre, je peux mieux structurer les attentes des deux côtés. Et donc, selon vous, aujourd'hui, quelles sont les principales attentes d'un CEO envers un CMO au vu de votre expérience et aussi peut-être du contexte actuel? C'est large. Je préfère laisser Selma répondre. Bah, c'est simple, faire de la thune. Non, et on en revient à ce que je disais au début, c'est faire de la thune, mais pas n'importe quelle thune. Il faut que ce soit prévisible, et je rabâche à chaque fois, mais prévisible, scalable et avec un ROI contrôlé. Ouais. Et en fait, plus tu peux apporter ça, plus... En fait, souvent, le CEO, c'est un ancien sales. C'est totalement juste, hein, je pense que les CMO devraient être CEO. Mais souvent, il faut dire ce qui est, c'est un sales, il est un patron de pays qui devient CEO. Et donc lui, il est drivé par quoi ? Par la peur de ne pas faire son chiffre. Et ce qu'il veut surtout, c'est de s'enlever de la tête toute la partie de comment je gère le pipe qui me permettra de faire mon chiffre. Donc si jamais déjà tu lui dis, bon ça, dis-moi combien de millions tu veux, ok ça te coûte tant et je t'assure que tu les auras, la discussion est beaucoup plus zen. Et en fait, tu transformes chaque chose que tu dis en revenu. Tu veux faire de la marque ? Oui, la marque, c'est parce que ton revenu dans 2 ans, pour que ça reste avec un ROI contrôlé, le lead additionnel va devenir trop cher. Ouais. Donc il faut qu'on fasse de la marque. Voilà. Pourquoi il faut refaire le positionnement ? Parce qu'aujourd'hui, tu as 60% de déchets sur tes opportunités. Et en fait, ça te permet d'avoir cette discussion très zen de tout ce que tu fais, c'est pour lui ramener du pognon.
Ok, parce qu'au final, l'objectif d'un CEO, c'est de driver du revenu au sein de sa boîte. Oui. C'est le principal objectif. Et j'imagine que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, les CMO qui ont une bonne relation avec le CEO. D'ailleurs, c'était intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, c'était qu'au moment où la relation s'est consolidée avec Thibaut, c'est qu'au moment où en fait, il voyait que tu drivais de l'argent au final. C'est ça. Non, mais c'est vrai, quand tu parles à des toutes petites startups, le CEO, c'est tout de suite, il me faut quelqu'un pour générer un maximum de leads. Quand tu es dans la scale-up, oui, on parle un peu de structurer, mais il y a quand même parlé aussi de scaler et aider justement à attaquer des nouveaux marchés. C'est vrai que moi, j'ai rarement eu des situations où on m'a interrogé directement pour parler un peu marque ou autre sujet. À la fin, tu peux te retrouver bien sûr là-dedans. Et c'est vrai que le premier mot, c'est est-ce que la personne est capable d'avoir une casquette business. Je pense que c'est surtout ça. Moi, c'est peut-être ce qui m'a le plus parfois surpris en parlant avec des homologues. C'est peut-être cette casquette business qui m'a un peu manqué. Et parfois, vouloir un peu trop se faire plaisir et à oublier de ce que je fais, qu'est-ce que ça va apporter en fait. Pourquoi je fais ça. C'est CMO qui vient de l'événementiel, ça. Non mais, désolé, pardon, je vais faire encore plein d'ennemis avec ce podcast. Non mais souvent, en fait, là d'où tu viens va vraiment définir comment tu vas te définir en tant que CMO. Vous savez, c'est vraiment la majeure dont tu viens. Et souvent, ceux qui ont une majeure événementielle, c'est pas la majeure qu'il faut pour devenir CMO. Ça veut pas dire que c'est pas faisable, ça veut dire que tes drivers sont pas des drivers business. Voilà, pardon. Non, mais c'est rigolo. Non mais, pour le coup, alors moi je viens en fait, j'avais des grands groupes de Sony et Samsung. Et en fait, Samsung, le marketing était sous une division commerciale, enfin directeur commercial. Et donc tout ce qui les intéressait, c'était du marketing. Alors, j'allais dire au service des ventes, on se comprend, au service du business. Contrairement à la période d'avant où c'était plus du marketing. Alors, j'ai envie de dire de marketing pour se faire plaisir, c'est un peu dur de dire ça, mais voilà, qui était très effectivement, comme tu dis, événementiel. Mais dès que tu es dans un département marketing rattaché à une direction commerciale, donc moi je me suis formé, c'était mes premières années de boulot. Et c'est que je suis arrivé en me disant, ok, il faut que sales marketing bossent ensemble, c'est quoi les chiffres, qu'est-ce qu'on doit atteindre, et le reste, on verra après. Donc c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Et c'est toujours la grosse erreur de rattacher du marketing au sales, parce qu'encore une fois, on n'a pas le même objectif. L'objectif, c'est de faire cette année. Toi, ton objectif, c'est de faire dans 3 ans, contrôlable, scalable, ce que tu veux. Donc ça marche pas, parce qu'en fait, j'ai eu le cas où justement, parfois la relation se passe très bien avec des directions commerciales, parfois beaucoup moins bien. Et j'ai eu le cas, vraiment, on était en pleine discussion pour une réduction d'effectifs, donc je dirais pas la boîte parce que ça reste encore touchy. Et à ce moment-là, le patron sales me dit, mais vire tout le marketing, garde que les SDR. Bah oui, parce que les SDR ils prennent des rendez-vous. C'est ça. Bah oui. Donc tu fais, ok, on réexplique. Un SDR, d'où ça vient les et c'est exactement ça en fait la discussion. C'est que eux, ils s'en fichent de ce que tu vas leur apprendre en 3 ans. Déjà, ils seront peut-être même pas là. Exactement. Ça, c'était ce que Thibaut m'avait sorti là. J'arrive chez Partout, moi j'avais mon expérience de grande boîte où tu fais un plan marketing annuel, mais Partout à l'époque n'était pas, on va dire, prêt pour ça, et donc je présente mon plan annuel, et Thibaut qui me dit comme toi, qui me dit mais on sait même pas si dans 1 an on existe encore, donc c'est très bien que tu aies cette réflexion, c'est cool, mais là qu'est-ce que tu as prévu pour demain? Bah rien. Pas encore. Donc c'est vrai que c'est rigolo d'avoir aussi ces changements de. Et je pense que c'est peut-être le plus gros changement que j'ai fait. C'est avant, je faisais comme toi des gros plans. Maintenant, j'ai plus de plan. J'ai un plan à 15 jours. Carrément. J'exagère. On a les grands lignes sur l'année. On sait à peu près. Mais il n'y a plus de campagne. Il n'y a plus de grands trucs. Non, c'est attends, là, ça coince un peu ici. Tiens, vas-y, on remplit un peu là. Là, ça coince. Mais comme tout est hyper aligné, tu sais que ça va marcher sur la strat globale. Mais oui, j'en reviens beaucoup. Parce que dans ton startup, tu sais pas s'il va y avoir dans 3 mois. Ouais, ça bouge tellement vite et très rapidement. Moi, juste pour revenir un peu à ce point précis, parce que j'ai l'impression qu'il y a un moment donné où un CMO se révèle ou découvre qu'il doit devenir un business guy. Et j'ai l'impression que c'est le point d'inflexion de pas mal de CMO qui deviennent très très bons et qu'on retrouve beaucoup dans les milieux tech versus peut-être d'autres CMO qui ne vont pas avoir ce point d'inflexion. Ça m'intrigue, est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce qu'il y a un déclic chez vous je sais que vous avez un peu plus ou moins abordé ça, mais j'ai bien envie d'identifier le moment clé du déclic. Est-ce que c'était vous-même? Est-ce que c'était cette relation CEO qui a déclenché ça avec le bon CEO? Parce qu'il faut un bon CEO qui vous aide à basculer de ce côté-là. Alors, moi, il y a eu 2 éléments. En fait. La première, c'est déjà le fait d'avoir bossé donc, pour une direction commerciale lorsque j'étais chez Samsung. Donc ça déjà, tu parles chiffres tout le temps. Ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'en fait chez
partout lorsqu'on a été racheté par Webedia. Le premier trimestre du rachat, on fait un trimestre pourri. Et je me souviens, Thibaut qui me dit là, Patrice, en gros, ce que tu fais là, en termes d'action, enfin, en gros, tu es à l'ouest. On est à bourre sur les objectifs. Enfin, là, il faut que tu sois focus objectif. Et c'est un peu les deux éléments. Je me suis dit, ok, c'est vrai qu'il faut toujours avoir ça en ligne de mire, jamais l'oublier. Et surtout quand tu es dans des petites stades de boîte. Alors après, ça ne veut pas dire que les grandes, tu t'en fous, loin de là. Mais le petit stade de boîte, en fait, le bateau, il tangue. Et c'est deux fois, je me suis dit, ok, ouais, moi, j'étais un peu en train de dérouler mon plan, tranquillou, j'ai mon petit plan à moi, donc je vais le faire sans changer de bord. Et non, effectivement, il ne faut pas hésiter à tout arrêter, changer, faire un virage à 90 ou 180 degrés. Donc moi, c'est un peu ces deux moments forts qui m'ont marqué et que j'ai toujours aujourd'hui. Ok. Je pense que ça peut renforcer ce que tu dis. Pour moi, c'est des moments où je suis devenue commerciale. Enfin, tout début, c'est pour payer mes études, j'étais SDR. À l'époque, ça s'appelait pas SDR, juste parce que c'est le truc qui paye le plus quand tu peux avoir des primes. En vrai, non mais quand t'as pas d'expérience. Et je me suis rendu compte en fait que je me faisais 2 fois, 3 fois le salaire de mes collègues, pas parce que j'étais meilleure au téléphone, mais parce que j'avais une histoire à raconter. Et en fait, déjà ça c'était mon premier point de pour faire de l'argent, il faut une histoire. C'est très basique, mais j'avais 19 ans, on se calme. Le deuxième point, c'est j'étais chez DocuSign et je faisais du marketing. Le marketing chez DocuSign, c'était vraiment pas hyper intéressant. Et ils m'ont proposé de prendre la partie, ce qu'on appelait e-commerce, qui est du self-service en fait à l'époque. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, en tant que marketing, tu avais un objectif commercial à faire, puisque tu avais du self-service, donc tu n'avais pas de sales. Et donc, je me suis retrouvée à la fin du quarter à appeler, parce qu'il fallait que je boucle. Rappelle-toi, l'objectif à tout prix. Donc, j'ai appelé mes plus gros clients pour les faire passer sur les plans du dessus et tout, parce qu'encore une fois, il fallait faire le chiffre. Et donc, tu te rends compte qu'en fait, marketing, sales, SDR, n'importe quoi, tu t'en fiches. C'est juste différentes façons de faire du business. En fait, c'est que des canaux. Et ce que j'ai envie de dire, en fait, on en revient à la base, c'est qu'il faut une histoire pour faire de l'argent. La façon dont tu l'administres, via des messages marketing, via des SDR qui vont appeler, via des sales qui vont entretenir la relation avec toi, en fait, c'est que des moyens. Et selon ce que tu as à vendre, selon la période, on en revient à la même chose. C'est une histoire, une cible, il faut que tu fasses acheter l'histoire à ta cible. Et je me suis rendu compte que le marketing, c'était juste un moyen de faire de l'argent. Chacun son point de déclic. Et toi? Et moi, Oui. moi c'est de Comel, un peu. Depuis toujours, j'étais sorti d'école, c'est exactement la même chose, c'est que tu te rends compte que, après, moi, en sortant, c'était exactement la soupe du growth marketing à l'époque, en growth hacking, on disait, et c'est exactement la même histoire, c'est que comment faire de l'argent, il y a du growth hacking, du growth marketing, vas-y, faisons ça, parce que c'est ça. Donc, je pense qu'à la fin, c'est plusieurs manières de dire la même chose, mais avec des parcours plus ou moins différents qui créent cette nuancée. Donc, complètement aligné avec votre discours. Et ce qui sort chez nous trois, c'est la confrontation au marché. On a parlé à des vrais gens. Tu sais, t'as beaucoup le marketing dans sa tour d'ivoire quand on voit les sales sur le terrain avec des trucs pas adaptés. C'est ça. Et en fait, à chaque fois, on s'est confronté, oui, il y a quelqu'un en vrai qui va acheter. Et c'est plus un contenu à produire, c'est quelqu'un à convaincre. Mais moi, j'ai besoin de rencontrer d'être dans les rendez-vous, sinon je comprends pas, j'arrive pas à me projeter, et j'ai besoin du terrain. Et le côté rendez-vous, c'est intéressant parce que c'est un point commun. Toi, tu l'as fait très tôt. Toi, de ton côté, je pense que tu as été impliqué très tôt dans des cycles de sales. Ça, c'était chez Samsung. Chez Samsung. Chez Samsung, le market. Donc j'étais chef produit marketing chez Samsung. Donc c'était assez différent. J'étais en charge de la roadmap produit, des lancements, etc., de la politique tarifaire, bref, de distribution. Et j'étais censé être donc l'expert produit. Les sales n'étaient pas censés être experts produits, donc on a toujours besoin d'être en duo sur les rendez-vous. Et j'ai fait des tonnes et tonnes de rendez-vous avec des distributeurs, avec des revendeurs, avec des clients finaux. Et donc j'étais toujours là. Alors je prenais pas moi de parole commerciale, mais j'étais là pour faire à la fois une présentation et aussi pour soulager le sales sur des questions un peu techniques. Et en fait j'ai vu beaucoup, j'ai assisté à des tonnes et tonnes de rendez-vous. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais ok, entre ce que moi je pensais mettre en place comme action pour l'équipe et en fait maintenant d'avoir découvert la réalité, je comprends ce dont ils ont besoin. Et surtout au-delà de ça, c'est que parfois eux vont faire des tonnes de demandes et dans les 100 demandes qu'ils vont te faire, tu vas réussir à mieux cibler, ok non mais entre ce que vous me dites, ce que j'ai vu et ce que je sais qu'il va apporter, voilà les 10 que je prends et sur lesquels je vais m'impliquer. Et chez Partout en fait je suis arrivé, je me suis tout de suite mis à la table des sales, je suis resté à côté d'eux, dès qu'ils raccrochaient, je leur demandais un débrief. Dès que je sentais qu'à un moment dans le call, ils avaient fait mouche sur un argument, c'est pourquoi tu as dit ça, à quel moment, quand il l'a perçu, ok c'est vachement intéressant, je note. J'accompagnais en shadow en visio, j'accompagnais en physique en rendez-vous. Et en fait moi si je fais pas ça, je comprends pas en fait. Donc je sais pas quoi faire. Non, c'est comme ça que j'ai monté mon département SDR quand j'étais chez PeopleDoc. J'ai pris 2 gars
Et puis on était tous les trois assis en permanence, t'appelles, il a dit quoi? Ah, attends, je vais t'écrire un truc pour la prochaine fois. Et on faisait plein, en fait on faisait plein, ce que j'ai remarqué, on faisait plein de jeux de rôle, et c'est moi qui faisais la personne qui appelle et eux faisaient le client. Et en fait tu te rends compte que du coup les sales, les SDR, donc les gens qui sont au contact, ils savent exactement ce que les clients vont dire et les objections. Et ils adorent te les rebalancer à la gueule. Donc la meilleure façon, c'est même pas de leur demander, c'est vraiment de faire ce jeu de rôle et leur demander d'incarner la cible. Et toi tu essaies de leur vendre et tu leur montres en fait que ton discours il fonctionne quand il est bien administré. Donc tout le monde y gagne, t'as tes infos hyper vite, eux ils sont briefés sur la façon de parler. C'est trop bien. Très bien. Et pour revenir à cette relation, donc une fois qu'on est un peu biberonné au sales, au business, comment, sachant qu'un CEO, c'est un gars business de base, comment vous conseillerez ou comment, selon vous, il faut adapter son style des fois, parce que j'imagine qu'il faut des fois, comment on peut adapter son style face à un CEO, c'est une fois maintenant qu'on a fait le disque, imagine il est rouge, il est bleu. Il est toujours, quasiment toujours rouge. Ils sont, exactement, j'allais dire souvent c'est ça. Sinon, comment vous arrivez un peu à créer une dynamique où vous dites ok, il est comme ça, je vais faire comme ça. Est-ce que vous avez eu des relations qui se sont améliorées grâce à ce côté adaptation? Oui, tu veux aller, vas-y. C'est ouais, alors moi dans ce que j'ai pu voir, alors désolé Thibaut ce que je te cite à chaque fois parce que j'ai pas eu beaucoup de CEO en direct, mais par exemple parler avec un jargon marketing, ça lui plaisait pas. Alors ça j'ai aussi vu avec d'autres CEO, c'est un peu le côté de je suis en train un peu de te de t'enfumer avec mon discours, donc je comprends pas où est-ce que tu veux me mener, c'est trop théorique, c'est pas concret. Donc je sais que faire attention déjà, ne serait-ce qu'au jargon marketing, ça c'est quelque chose qui lui importait, donc il voulait qu'on parle le même langage, ça c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était toujours d'expliquer, en fait c'est assez très, un peu pédagogue, c'est je vais faire ça, mais pourquoi je vais le faire? Pourquoi ça c'est important? Pourquoi ça je le commence tout de suite? Ça, pourquoi quand je vais me lancer là-dessus, il n'y aura pas de résultat pendant 2-3 mois, mais un peu plus tard? Et en fait, t'expliques et à quel point tu vas lancer plusieurs actions, donc à plusieurs vitesses, et que donc il ne faut pas s'inquiéter. Il y aura des résultats à court terme, il y en aura d'autres à moyen, il y en aura d'autres à long terme. Donc ça, c'est beaucoup de pédagogie, je trouve, et ça c'est assez rapidement et facilement perçu et accepté. L'autre chose, c'est qu'est-ce que je suis en train de perdre le fil de mes pensées sur qu'est-ce que je vais dire de ta. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que Tu veux que je meuble le temps que tu retrouves? Vas-y, meuble. Il y a une chose qui est très importante, c'est que c'est pas une relation bipartite, c'est une relation avec tous les autres membres du COMEX en fait. Et on a beaucoup tendance à l'oublier, à faire du frontal de la discussion, mais en fait on a des alliés, c'est juste qu'on les connaît pas encore. Oui. Mais une discussion avec le CEO, il faut y aller avec le directeur commercial, il faut y aller avec le patron de produit, parce que vous avez forcément la même chose. Et non mais à discuter. Non, je rigole, parce que nous c'est souvent ligué avec le directeur commercial, c'est pour ça. Bah oui, non mais évidemment, parce que tu veux... Enfin, directeur commercial c'est besoin à court terme, produit c'est besoin à long terme. Et tu fais intervenir les CSM quand les sales ont vendu n'importe quoi. Bon, c'est comme ça, tu sais. Mais ouais, il faut y aller en allié, parce que du coup, le besoin d'adapter va être dilué, puisque vous êtes deux. Donc tu vas pouvoir observer pendant que l'autre parle, etc. Donc ça aide beaucoup. Et ensuite, faut encore une fois hyper verbaliser sur toi, tu as besoin que je te parle comme ça, donc je vais te parler comme ça. Et ensuite, moi, j'ai besoin qu'on parle comme ça, donc je vais aussi te donner ça. Quand tu décroches, je vais m'en rendre compte et on arrête. J'avais une quelqu'un dans mes équipes, pour le coup, qui était très verte. Donc, disque vert, ça veut dire quoi? Elle a besoin que ça se passe bien, qu'il y ait une bonne ambiance, que les gens parlent. Et donc, elle pouvait rester 1 heure avec moi pour ne rien me dire. Moi, je suis rouge. J'avais décroché à peu près après 3 phrases. Donc on s'était mis d'accord et en fait elle me disait les 10 premières minutes c'était moi qui posais des questions pour avoir toutes les infos que je voulais et les 50 minutes d'après elle me racontait tout ce qu'elle voulait et je l'écoutais. Et du coup j'étais pas frustrée parce que j'avais eu mes infos. Mais tu l'écoutais pour de vrai ou il y avait... Parce que j'avais eu mes infos donc du coup j'avais pas... En fait quand t'as ce sort de bruit de fond de je veux savoir tu vois. Ouais je comprends. Donc t'as plus de patience. Et en fait, voilà, si tu verbalises beaucoup et que tu expliques ça à ton chef, ça se passe bien. Et j'ai aussi vu autre chose, c'est les gens qui donnent beaucoup trop d'infos. Il faut aussi prendre conscience, ce que tu disais un peu, il y a des infos qui sont faites pour rester chez toi. Le comment t'y vas et la couleur de la moquette pour le salon, personne n'a vraiment... Non mais, c'est des vrais exemples. Personne n'a vraiment besoin de le savoir. Pareil, tes leads, c'est ton info perso. Si tu commences à parler de leads, t'es plus pris au sérieux du tout. Non, tu parles que des KPI qui l'intéressent. C'est ça, c'est exactement ça, donc j'ai retrouvé mon fil de tout à l'heure, donc merci. Donc oui, alors déjà effectivement les KPI qui intéressent, donc nous c'était juste le nombre de rendez-vous pris par les sales grâce aux actions marketing, hein, c'était point barre, bon, moi je regardais d'autres choses bien sûr, mais c'était vraiment ça, donc on parlait de ça. Mais c'est aussi comment tu t'adaptes à ton CEO, et par exemple Thibaut c'est quelqu'un, vu que c'est une culture de boîte bootstrap, c'est tu veux lancer quelque chose, tu vas d'abord commencer toi tout seul, tu vas te former, tu vas trouver un outil gratos, tu vas le faire toi-même, tu vas bricoler, tu vas montrer des résultats,
Et si tu montes des résultats, on va prendre un petit outil, puis un meilleur outil, puis on va peut-être recruter. Donc il y a aussi ce côté où, moi je le vois dans des boîtes que j'accompagne, où ils vont dire ok, ton idée elle est cool, on va tout de suite prendre une agence, un prestat ou un super outil. Bah là en l'occurrence, un Thibaut, tu lui dis ça, il s'évanouit, il déteste, donc c'est plutôt ok, bonne idée, fais-le et on se reparle dans un mois. Culture Apple versus Google. En Ouais, fait. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment comme aussi s'adapter jusqu'à obtenir la confiance. Quand tu obtiens la confiance, là tu obtiens les budgets, outils, bref, plus facilement, mais ça c'est important. Et le côté de l'allié, c'est vrai que ça j'ai zappé, mais l'allié, donc moi avec le directeur commercial, on y allait, on faisait beaucoup à deux, parce que déjà je trouvais qu'il arrivait à être plus convaincant que moi en prise de parole. Lui, c'est aussi son taf, tu vas me dire. Lui était fan de marketing, donc ça pour moi c'était déjà dès le départ un allié extraordinaire. Et donc il allait pour moi trouver plus de budget, plus de ressources. On y allait parfois à deux, parfois il allait seul, et ça c'est fantastique. Surtout qu'eux, ils ont un énorme budget de recrutement. Donc quand ils embauchent pas quelqu'un que ça prend 3 mois, tu prends le budget et tout le monde est content. Vraiment. on a fait des coups comme ça, c'était... Donc je retiens ce côté aussi de prendre progressivement la confiance de quelqu'un et essayer à chaque fois de prouver des choses. Donc ça revient souvent. Maintenant, je vais vous amener sur le terrain qui fâche. Il y avait du ragot. Vas-y, on va te raconter. Le sujet du conflit. C'est-à-dire, imaginons on fait tout ça et pour une raison inconnue, complexe, des fois qui nous dépasse, tu sens qu'il y a une tension, qu'il y a un conflit, que malgré tous les efforts, il y a vraiment un mismatch. Ou des fois, c'est juste lié à l'environnement parce que aussi, je pense pas que c'est qu'une dualité, une personne avec une autre. Des fois, l'environnement crée une ambiance. Un Covid crée une ambiance compliquée au sein d'une entreprise qui peut se refléter ou qui peut effectivement bien se passer. Imaginons ou essayons de comprendre le use case du conflit. Est-ce que, vous l'avez déjà vécu et 2, comment vous arrivez à le gérer? C'est quoi les clés globalement pour les dépasser? Alors oui, déjà vécu, je sais pas si... Non, vas-y. Moi, déjà vécu aussi, donc vas-y. Ouais, déjà vécu, là. Ma première année chez Partout, elle était compliquée. L'environnement, c'est important que tu le mentionnes parce que j'avais de grands groupes où j'avais beaucoup de budget, beaucoup d'experts dans la boîte, d'agences, de prestataires, et finalement, je connaissais pas grand-chose au marketing au sens large, je me faisais beaucoup aider, j'avais une théorie, mais j'avais pas fait, et certainement pas son budget. Et donc cette année où j'arrive, où il y a des grandes attentes parce que c'est le premier recrutement marketing, je suis le plus gros salaire de la boîte, on se dit tiens lui c'est bon, il va venir un peu révolutionner le truc, et en fait pas du tout, parce que je manquais cruellement de connaissances, de savoir je me sentais seul. Et Selma, donc on s'est rencontrés comme ça, donc Selma et plein d'autres m'ont donné tellement de bons conseils pour savoir ok, c'est quoi tes prios, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois remonter à ton CEO. Et en fait, je me suis quand même, malgré les bons conseils, j'ai fait des bonnes choses, mais je me suis un peu perdu en route malgré tout. Et je sais qu'arrive le rachat de Webedia, on fait ce fameux trimestre pourri, et en fait, Thibaut qui est déçu de l'impact du marketing sur les sales, à juste titre, et en fait, ça amène derrière une discussion que j'ai provoquée pour dire ok, là, il y a quelque chose qui ne va pas, t'es pas content de moi, ça fait que moi derrière, je me sens pas en grande confiance et c'est pas très agréable. Et en fait, ce qui est ressorti de là, c'était plus un malentendu sur ce que lui attendait du marketing, où en fait, j'étais plutôt comparé à des performances commerciales qu'à des performances marketing. C'était, en gros, regarde côté sales qu'ils arrivent à générer comme rendez-vous versus toi. Et en fait, il a fallu cette discussion, remettre à plat, pour dire non, mais en fait, voilà ce que le marketing peut apporter. Si tu as besoin de rendez-vous, effectivement, on s'est trompé, je suis pas la bonne personne, et vaut mieux qu'on arrête, et on se quittera bons amis, mais en fait, il y a eu une erreur de recrutement. Et en fait, cette discussion aussi sur, tu as pris quelqu'un qui venait de grands groupes, donc peut-être que je me suis survendu en entretien, je sais pas, mais en tout cas, il y a aussi la déception sur ma taille, mais il met du temps à mettre les choses en place, opérationnellement, je n'étais pas très rapide, je suis pas le roi des contenus, je suis pas le roi des actions de lead gen parce qu'il y a trop de choses que je découvrais. Et en fait, faire à la fois remettre un peu toutes ces bases, réavoir une discussion saine et dire écoute, si tu me gardes, voilà ce que je peux t'apporter, mais si vraiment tu cherches tout de suite des gens qui te prennent des rendez-vous, vaut mieux arrêter. En fait, ça fait beaucoup de bien. Derrière, c'est là où avec Vincent, on a fait cette fameuse présentation de le marketing, la vision et tous les projets, pourquoi c'était important que le marketing soit encore là. Et en fait, suite à cette discussion, donc ça c'était ma première année, donc je suis resté encore 3 ans de plus, on n'a jamais eu un seul conflit les 3 ans qui ont suivi. Et ça a été un moment pas agréable d'avoir cette discussion-là, mais qui à la fin, et puis aussi, j'oublie,
c'est qu'on a aussi appris à faire ces fameuses discussions de personnalité qu'on n'avait pas faites. C'était voilà comment je fonctionne, voilà comment toi tu fonctionnes. Il y a pas mal qu'on appelle ça de non-complémentarité, mais au moins en sachant, ok, toi t'es comme ça, moi comme ça, on s'est tous les deux adaptés. Et ça m'a surpris parce que je m'étais dit, tiens, bon, lui c'est comme le CEO, si à rigueur c'est un qui est le plus adapté, c'est peut-être plus à moi versus lui, mais en fait lui c'est beaucoup adapté. Et je l'ai énormément remercié pour ça. Moi je me suis aussi adapté évidemment à lui. Et c'est ça qui a fait que d'ailleurs on a eu 3 ans qui ont extrêmement bien fonctionné. Juste pour rebondir avant d'aller sur le use case de Selma, c'est qui a trigger ce besoin de parler? C'était toi? C'est moi. C'est toi. C'est moi parce que j'ai senti qu'il était pas content, il n'était pas satisfait. Et donc je me suis dit, ok, là il faut qu'on discute parce que si on continue comme ça va tomber sur le gros clash de voilà ton PC, la porte est là-bas et tu t'en vas. Donc je me suis dit, faut qu'on ait une discussion. Et en fait, c'était juste des désaccords. Et en une heure, des semaines, mois un peu de tension ont été. Et encore, quand je dis de tension, c'est pas de tension, mais de mauvaises performances que lui percevait. Tout de suite, ça a été évaporé et ça fait un bien fou. Donc tu conseillerais de creuser l'abcès très vite d'un point de vue de CMO, ne pas laisser le truc s'installer? Ça, en soi, comme toute relation humaine, on a toujours envie de repousser. On espère toujours que ça va se régler, que ça va aller mieux. On veut toujours pas, parce qu'elle n'est pas agréable cette discussion. Quand je l'ai provoquée, d'ailleurs lui s'y attendait pas. Moi c'était plutôt, moi il y avait des choses qui me convenaient pas et finalement lui aussi des choses lui convenaient pas, donc finalement on avait tous les deux des choses à dire. Donc pour moi oui, dans tous les cas il faut toujours amener cette discussion. Là on l'a amené de manière très saine et constructive. C'est pas sorti après c'est pas été une discussion provoquée après un clash, une engueulade, un conflit. D'ailleurs il n'y a jamais eu d'engueulade entre nous. Donc le fait d'amener déjà à tête reposée, j'aimerais qu'on se voit la semaine prochaine. Et on se pose, écoute, ça va pas trop, pourquoi, pour telle raison, Là, finalement, ça marche bien. Et surtout, j'ai commencé par un mea culpa. Moi, je me suis toujours beaucoup appuyé sur un livre, or qui traduit en français est dégueulasse, c'est Comment se faire des amis. Influencer. Exactement. Ouais. Et en fait, ce livre-là te dit toujours que si tu as besoin, effectivement, de dire que quelque chose ne va pas, commence déjà par dire ce que tu as mal fait. Tu fais baisser la garde de la personne, tu dis ok, lui il fait comme son autocritique, donc moi je dis voilà Thibaut, voilà ce que j'ai loupé, voilà ce que j'ai foiré, voilà ce que j'arrive pas à faire, voilà comment je fonctionne. Et en fait tout de suite ça tombe, on discute et je trouve que ça fait du bien plutôt que d'attaquer en disant je suis pas content, et puis tu me fais des remarques, et puis et puis moi j'ai pas signé pour ça. Donc voilà, pour moi comme toute relation humaine, personnelle comme professionnelle, quelque chose ne va pas, tu crèves l'abcès. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'ensuite, désolé pour ce long monologue, mais c'est comme ça aussi qu'après, c'était avec, je crois que c'était notre DRH de l'époque, Céline, qui a aussi a fait mettre en place cette culture du feedback, de dire on n'attend plus une éval trimestrielle ou semestrielle pour faire ses retours. On les fait tout de suite. On les fait, si c'est très léger comme remarque, par Slack, si c'est moins léger, pareil, on n'attend pas le point hebdo. On se dit tiens, est-ce que je peux te parler, est-ce que je peux t'appeler, est-ce qu'on peut aller dans cette salle de réunion? Tout de suite, on crève l'abcès parce que sinon, si on garde encore plus on accumule la tension, la frustration, et c'est là où il y a des mots qui peuvent un peu aller au-delà de ce qu'on pense, et c'est là où on peut être méchant, pas constructif. Donc oui, culture du feedback à balle, et c'est comme ça que tu élimines un max de conflits. Alors Selma, j'imagine qu'il y a eu une histoire similaire. Regardez avec son petit sourire. Alors oui, tu sais qu'après c'est à toi. Je rappelle que je suis ingérable, que j'ai un caractère de merde et que j'ai un avis sur tout. Donc évidemment, j'ai des clashs. Non, mais en fait, j'ai envie de dire comme dans une relation de couple ou autre, l'essentiel c'est que la relation soit saine. On arrive à ça. Que tu comprennes les besoins de l'autre, que tu saches, tu as le droit de pas être d'accord. Mais il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est tu as le droit de pas être d'accord, mais déjà c'est le chef. Il faut que toi, en tant que CMO, tu aies intégré que c'est le chef, c'est son entreprise, c'est sa vision, et que c'est à toi d'adhérer ou pas. Tu peux adhérer de différentes façons. Tu peux dire « je te fais confiance, je te suis », même si je ne suis pas d'accord. Et on en revient sur l'importance de bien choisir son chef. Moi, j'ai besoin d'avoir un chef que je respecte énormément, que je trouve très intelligent. Augmentation. Non, mais ça fait longtemps. Non, et plus sérieusement, parce qu'en fait, si tu as cette base-là où tu sais que la personne est bien, que c'est quelqu'un que tu as envie de suivre, parfois, même s'il n'est pas d'accord, tu vas lui faire confiance parce qu'il a des éléments que toi, tu n'as pas et qu'il n'a pas forcément besoin de te donner. Un exemple tout bête, chez PeopleDoc, au moment du rachat, il y a des choses que nos patrons savaient qu'ils ne pouvaient pas partager. Il y avait des décisions qui nous paraissaient débiles. Et parce que dans le cadre d'un rachat, ça se comprenait. Et en fait, on a juste fait confiance. Et ce qui est important là, on en revient à ce que tu disais, c'est d'avoir ce moment où on peut dire qu'on n'est pas d'accord, on peut expliquer les raisons pour lesquelles on n'est pas d'accord, et on peut être sûr que la personne en face les a comprises. Donc s'il s'entête dans sa décision, nous, il faut qu'on sache que c'est parce qu'il a des infos qu'on n'a pas, et pas parce que c'est un crétin.
en fait, aussi simplement que ça. Et si tu as cette base-là, ça rend les désaccords faciles, parce que tu peux manifester que tu n'es pas d'accord, et si jamais il maintient sa décision, tu t'es senti écoutée, comprise, et tu sais qu'il y a une raison, et qu'un jour tu la sauras, ou pas, ou peut-être qu'il a juste un autre avis, mais c'est ok, c'est le chef. Voilà. Et pour ça demande cette base-là, vraiment relation saine, etc. Et je me suis rendu compte que lorsque ça ne s'était pas bien passé dans ma carrière, c'est parce qu'il manquait un de ces éléments. Et souvent, ce qui manquait, c'était le respect du chef. Et ça m'a encore plus appris à bien choisir mes chefs, en fait. Un des meilleurs chefs marketing que j'ai eu, c'est quelqu'un qui était une brêle en marketing. Il le sait, on en rigole quand on prend des verres, donc je peux le citer, il n'y a pas de souci. Et en fait, il m'a appris à justement step up. Comme il n'était pas capable d'expliquer mes idées et tout ça, il m'a appris moi à y aller, à aller voir le CEO, à expliquer vraiment mes projets et à avoir cet espace d'expression, de me battre en fait, dans un environnement sain et safe parce qu'il était là. Et ce genre de choses, ce genre d'alliés, ce genre de discussion, en fait, ça nous fait beaucoup grandir. Donc c'est pas du tout un problème d'avoir un conflit. Il faut juste, comme tu le disais, réagir hyper vite, s'assurer que l'environnement est sain avant toute tentative de résolution de conflit et faire confiance. Là, on en revient vraiment au bas, en fait. Un peu détourner la question, je veux pas dire, mais... De quoi ça? Non, j'ai extrêmement bien répondu. Non, c'est assez clair. Et du coup, moi, ce que je me pose aujourd'hui aussi comme question complémentaire, imaginons qu'on dépasse ces conflits. Et j'imagine qu'aussi une partie de l'évitement de ces conflits, c'est aussi ce qu'on va appeler l'alignement stratégique. Tout à l'heure, vous abordiez la différence des fois entre l'objectif d'un CEO qui veut, je sais pas, activer un canal spécifique parce qu'on lui a dit, parce que leur fonds d'investissement leur dit oui, c'est comme ça qu'on fait dans cette industrie, etc. etc. Et le CMO, c'est lui son métier, c'est lui qui est confronté au terrain. J'ai l'impression, au-delà du côté personnalité, et là on va rentrer aussi sur le côté mission, même compréhension du métier, du marketeur, des fois c'est compliqué aussi d'aligner les visions stratégiques. Comment vous arrivez aujourd'hui à réaligner constamment, parce que j'ai l'impression que ça change très vite. Au-delà de la partie revenu, ça on a bien compris, mais aujourd'hui voilà, imaginons peut-être dans la réalité du quotidien, un CEO qui lui croit à fond inbound, tout le monde autour de lui dit inbound, et toi tu crois beaucoup à l'outbound ou autre chose. Et comment on arrive un petit peu à articuler tout ça d'un point de vue CEO, CMO? J'ai eu beaucoup le cas, avec ce qu'on appelle les CEO à marotte en fait, qui aiment un sujet, qui vont en parler à fond. Ma façon de le gérer, c'est de repartir à chaque fois sur la base. En fait, c'est de l'écouter. En plus, j'ai toujours le chic pour choisir des boss qui sont brillants avec plein d'idées. Et en fait, c'est pas du tout le bon type de boss à choisir. Mais voilà, donc ils ont toujours des listes d'idées. Je me souviens de Jonathan, donc mon entreprise précédente, j'avais un calepin avec la page des idées de John. Et vraiment, je listais tout. Et dès qu'il y avait quelque chose qui pouvait s'insérer dans notre stratégie, je l'utilisais. Donc ça montrait que j'écoutais, parce que j'ai la preuve, j'ai le cahier. Mais surtout, je ne disruptais pas l'ensemble de ce qu'on faisait pour prendre en compte ce qu'il voulait. Et je lui montrais, je dis, tu vois, tout ça c'est bien, mais par rapport à notre stratégie, ça s'insère exactement. Ça, pas trop. Quand tu parles d'inbound versus outbound, ça c'est vraiment une vision, j'ai envie de dire. Donc ça doit être réglé avant. Ok. Parce qu'encore une fois, c'est un alignement global. Pourquoi? Parce que si tu te crois en l'outbound, tu auras des équipes SDR beaucoup plus développées, tu auras peut-être plus de budget sur l'événementiel. Enfin, du coup, c'est des méta-sujets. Et ça, c'est vraiment la base de se mettre d'accord sur la stratégie globale. On en revient à ce qu'on disait avant. Tu exprimes vraiment bien tes idées, tu t'assures qu'il les ait comprises. S'il reste sur l'inbound, teste ta méthode. Je sais que j'ai beaucoup de discussions d'un point de vue budget, parce qu'à chaque fois, je leur dis non, tu n'as pas besoin de 10 millions de pipeline, tu as besoin de 5 millions. Je fais ok, donc année 1, je te génère ce que tu m'as demandé. Comme ça, année 2, tu m'écoutes. Voilà. Pas mal. Non, mais tu veux, je sais pas, tu veux genre 20 millions de pipeline. Ok, je te fais tes 20 millions. Voilà, c'était trop. Du coup, tes sales, ils ont maltraité. Donc du coup, on a plein de déchets. Est-ce que maintenant, on peut revenir sur je fais moins, mais on travaille plus sur le taux de closing? Mais du coup, ils t'écoutent parce que tu as prouvé que si tu n'étais pas d'accord, c'est pas que tu savais pas faire. T'as pas eu ça? Alors non, j'ai pas eu ça, mais ce côté de d'abord faire la chose demandée pour ensuite, pour justement ensuite après apporter ton expertise. Moi, je l'ai beaucoup fait avec les sales en fait. Donc je vois bien. Tu veux 1 x 5 en pipeline? D'accord. Ça revient toujours à ce côté de progressivité, sauf que là, en fait, effectivement, vous n'allez pas sur le terrain de je vais débattre, je vais essayer de lui faire comprendre. C'est je te montre que je suis capable de faire ce que tu me dis, mais par contre, je suis aussi là pour te dire voilà pourquoi il faut réadapter ce que tu m'as demandé, parce que voilà, d'un point de vue marketing, ce qui a du sens concrètement.
C'est ça. Et puis pour reprendre ce que tu disais beaucoup en début d'interview, c'est comme ça aussi que tu obtiens la confiance. Parce que si tout de suite tu es dans la négation, le conflit, tu veux convaincre. Alors, soit tu as vraiment intérêt à avoir fait un truc incroyable et parce que sinon tu es grillé. Donc, et ça, pour le coup, moi je l'ai vécu dans une boîte où en fait je me suis dit, tiens, ce qu'il veut faire pour moi, c'est pas la bonne chose. J'ai voulu un peu convaincre au début. J'ai senti que j'allais me foirer et donc très je me suis rangé de son côté en disant ok, on va aller comme dans cette direction. Donc il faut aussi parfois, soit faire confiance, que comme tu dis, il a aussi la vision, il voit l'entreprise quand ça fait peut-être 5 ans, 10 ans qu'il a et que toi tu viens à peine d'arriver, soit tu dis ok, faisons-lui confiance parce qu'au départ, il faut que je sois bien vu, accepté, que je montre je monte pas de blanche et derrière finalement c'est comme toute relation humaine, quand tu rencontres des nouvelles personnes, tu te fais des nouveaux amis, au départ tu peux un peu aussi faire profil bas, t'adapter, puis ensuite tu peux montrer un peu plus soit ta personnalité ou tes enjeux. J'aime bien ce que tu dis sur les itérations justement. C'est ça en fait, ou ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est que tu divises une partie du budget, tu suis et tu dis bon, est-ce que je peux me garder 20% du budget pour te montrer ou tester des choses et après du coup tu les intègres dans la strat, c'est efficace. D'ailleurs ça revient beaucoup ce sorte de Pareto 80-20 pour jouer, itérer, faire des choses. À gaspiller. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a toujours 20% d'un budget marketing qui est gâché, on sait juste jamais lesquels. C'est clair. Mais du coup, juste pour rester sur ce sujet, il y a une petite nuance dans la dynamique qui des fois est intéressante, c'est que, ok, c'est clair, mais maintenant, augmentons la complexité en se disant qu'il y a certaines fois où le CEO vient du marketing, par exemple, versus des fois le CEO vient du sales, et des fois le CEO n'a jamais fait aucun des deux, c'est un gars plutôt chiffre, etc., etc. Et je pense, j'ai l'impression que ça peut être un petit peu différent, la situation, en tout cas la mise en place de ce que vous me dites dans ce cadre-là, parce que peut-être qu'un ancien CMO devenu CEO, il va limite te monitorer, si je ne me trompe pas, versus un CEO qui est plutôt sales. Alors il faut avoir la chance qu'il comprenne un peu le marketing, versus quelqu'un qui est très chiffre, qui va peut-être beaucoup plus dynamiter tout ce qui est brand ou tout ce qui est autre chose. Est-ce que vous arrivez à voir ces nuances-là? Est-ce que vous les avez déjà vécues? Oui, moi j'ai connu le DAF devenu DG. Très très compliqué le DAF quand tu es marketing, puisque le DAF voit souvent le marketing comme un centre de coûts. Ce qui est logique, puisque dans son PNL, ça apparaît dans la colonne coûts. Et donc là, pareil, tu tournes la discussion directement en chiffres, tu repars vraiment sur les bases, qui est non, regarde, ton budget sales et marketing, c'est 1 an de revenus, tu as une solution qu'ils ont sur 3 ans, donc elle est dans les standards marché. Et à chaque fois, tu reviens au standard. Oui, aujourd'hui, et tu repars toujours en chiffres, ce que je disais tout à l'heure, c'est oui, mais parce que le coût de ton lead il est de 50 € aujourd'hui, on veut qu'il soit de 50 € demain, donc voilà. Tu montres, le CAS, il est à 10%, donc là on fait les 10% faciles du marché, donc après tes coûts ils vont lever, donc voilà ce que je vais faire pour baisser tes coûts. À chaque fois, tu parles vraiment en maîtrise de coûts, et ça se passe très très bien. J'ai même eu des CEO qui me demandaient d'aller parler à leur DAF pour leur expliquer que le marketing était utile. Non mais c'est vrai en plus. Et franchement, tu te rends compte qu'en fait la décision elle est simple, c'est vraiment juste ton tunnel. Tu veux tant d'argent, voilà combien il faut investir et voilà ce qui permet de vérifier qu'on ne gaspille pas. Et toi dans ta situation, donc moi j'ai eu plutôt le CEO chiffre. Mais ça tombe bien Thibaut, c'est plus quelqu'un de chiffre. Ouais, tout à fait. Mais ça tombe bien, moi je suis très chiffre aussi, donc ça, là-dessus on s'est bien trouvé. Et après, j'ai pas connu les deux autres cas de figure que tu as donné. J'ai jamais eu le CEO ancien CMO, donc je sais pas si c'est bien, pas bien, je me rends pas compte. Je pense que ça m'aurait plu à l'époque partout d'avoir quelqu'un justement de plus marketeux. Ça me plaît peut-être moins maintenant. Oui, je pense que en fait, tout dépend des stades d'expérience. Comme tu dis, voilà, à l'époque j'avais 5 ans d'expérience, donc maintenant voilà, 11 ou moins. Et le CEO sales, j'ai pas connu non plus. Non, j'ai plutôt eu des CEO qui venaient plus soit ingénieur, produit, conseil, que sales ou marketing. Ouais, ce genre de profil, souvent, quand tu es data-driven, ils aiment bien. Mais après, effectivement, des fois, il faut leur expliquer si vous faites des actions plus long terme, brand, plus des fois de l'intuition marketing, parce qu'il faut la garder un peu, j'imagine aussi. Brand, c'est compliqué. Hein. Compliqué, ouais. Alors après, je jette pas la pierre, parce que moi, je viens pas du tout de ce milieu, donc je suis pas non plus celui qui croyait le plus. Mais quand, petit à petit, t'as les sales qui disent « Oh, génial, il y a tel prospect, ils nous ont entendu à tel endroit, tel build, tel chouette », et que tu accumules ce genre de feedback. Et ça, pour le coup, ce que j'ai adoré dans cette boîte, c'est qu'il y a énormément de feedback des équipes. Donc, tout était partagé des rendez-vous. Et en fait, petit à petit,
putain, ok, donc en fait, ils nous ont entendu à telle conférence, dans tel média, dans tel milieu, dans tel chouette, sur LinkedIn. Ah ouais, ok, donc ça vaut peut-être le coup qu'on mette un coup d'accélérateur parce que ça, en fait, ça marche. On nous entend, on est connu, on est visible, et ça devient plus quelque chose de flou. Et le côté que c'est parfois un peu difficile de traquer de manière directe, finalement, de par tous les retours que tu as, ça devient fort. Et même lui, parfois, tu es prêt en disant putain, c'est incroyable, j'ai parlé avec tel grand compte, ils nous ont entendu à tel endroit, je ne m'attendais pas, c'est super, vas-y Patrice, on continue. Donc, ça, c'est quand tu es dans une boîte où je trouve qu'il y a beaucoup de feedback qui sont donnés. Et ça, je ne sais pas pour toi, Selma, mais moi, dans d'autres boîtes que j'accompagnais, je ne l'ai pas beaucoup vu. J'ai souvent vu un manque de communication interne dans les entreprises à mon échelle. Contrairement partout, c'était ça partageait tout. Et ça, c'est beaucoup en faveur justement du marketing, donc c'était chouette. Oui, non, c'est très difficile d'avoir des feedbacks de qualité. Parce qu'encore une fois, ils parlent à des microcosmes de population. Ils vont parler à 50 personnes dans la journée pour un SDR, 3 personnes pour un sales. Donc il va se passer un truc, ils vont penser que c'est le cas pour tout le marché. Alors que non. Non, par contre, moi je le raccroche à chaque fois sur les différents taux de transfo. D'où l'importance de traquer ces taux de transfo de la première étape, donc je sais pas, le lead, l'interaction, ce que tu veux, jusqu'à la signature. Parce que ça te permet de voir exactement quels sont ceux qui ont monté, baissé. C'est bête, mais le cycle de vente c'est raccourci de 2 mois. Regarde, parce que on connaît plus de gens sur les comptes. Et en fait, réussir toujours à trouver un truc pour le raccrocher, ça m'aide. Aussi pourri soit-il. Non, mais complètement. Nous, ce qui était un peu SEO, site web, on mettait de côté, mais quand tu vois que le site web, c'était les taux de conversion de lead à rendez-vous les plus forts, les cycles de vente les plus rapides, tu dis, en fait, c'est quand même pas mal, c'est des bons quick wins. Oui, c'était pas des gros paniers moyens, mais c'est des belles quick wins qui étaient signés extrêmement vite. Donc c'est vrai que dès que tu as ça, dès que tu peux prouver, c'est génial. Ça me fait rire, ça me fait penser à la plus grosse connerie que fait toujours un CMO quand il prend son job, c'est de refaire le site web. Oui, c'est vrai. Tout le temps. C'est le projet qui prend tout son temps, il n'y a aucun résultat visible immédiat. Il le fait alors qu'il n'a pas compris le positionnement de la boîte, sa façon de vendre, donc il faut qu'il le refasse l'année d'après. C'est vrai que c'est un réflexe, je vois souvent ça. Mais c'est la demande du CEO souvent en plus. Mais c'est vrai, et ça c'est vraiment ce que tout le monde me le dit, et Thibaut me l'avait dit, il me dit c'est cool parce que tu es le premier à pas nous dire qu'il faut refaire le site web. Il dit tout le monde, ils veulent leur faire audit et site web. Voilà, il dit c'est les 2 trucs qu'ils veulent faire en arrivant. Et donc là c'est marrant. Non mais surtout le plus drôle que j'ai eu, c'est des boîtes où il y avait 40 comptes cibles. Et ils disaient on va faire le site web. Non, t'as 40 comptes cibles, appelle-les quoi. C'est clair. C'est clair. Parfait, là on va pouvoir intégrer en live Guillaume Rostand. On est un peu vers le milieu, du coup, merci de nous rejoindre en plein épisode. Ça rend les choses encore plus épicées et intéressantes. On était sur ce côté d'alignement stratégique, on a abordé plein de sujets et là l'idée c'était un petit peu d'aller vers le côté KPI, parce qu'on a pas mal abordé. Et la suite logique c'est d'essayer de comprendre aujourd'hui, selon vous, que devrait faire un CMO et un CEO d'un point de vue KPI alignés qui traquent tout le temps ensemble. Est-ce que c'est des KPI des fois qui sont standards chez tout le monde ou est-ce que c'est par industrie? Est-ce que c'est par typologie de boîte? De votre expérience, globalement, ça donne quoi ces histoires de KPI? Est-ce que vous arrivez à vous entendre là-dessus déjà? Selma, c'est la plus forte là-dessus, donc elle m'a beaucoup mentoré, donc je la laisse parler. Donc pour nous, il y a évidemment tous les KPI traditionnels, comme on le disait tout à l'heure, le but du jeu c'est de faire de la thune. Donc déjà, il faut le rassurer là-dessus, donc tu prends tous les KPI business, argent généré, et puis tu remontes dans le funnel. En gros, l'idée c'est toujours de te dire que tu as une obligation de résultat, et s'il n'y a pas il y a une obligation de moyens. Voilà. Tu veux signer, je sais pas, 2 millions. Ok, on doit te faire 10 millions de pipeline. Ok, mais si on ne peut pas te faire les 10 millions de pipeline, il faut au moins que tu prouves que tu es tes 200 rendez-vous. Ok, et tu fais au fur et à mesure. Et en fait, l'avantage de monitorer jusqu'au lead te permet de réagir très vite. Parce que si tu ne prends comme KPI que le KPI final, le temps que tu t'en rendes compte, c'est la durée d'un cycle de vente. Donc autant dire que dans la merde, très vite. Si tu redescends au lead, tu peux voir tout de suite que tu n'as pas les moyens, donc évidemment les résultats vont avoir du mal à suivre. Donc tu vas pouvoir pivoter très facilement. Et ça, c'est des KPI, j'ai envie de dire, faciles. Et ça, personne ne va les remettre en cause. Mais le vrai KPI qui est important, c'est en fait que je donne à mon boss de la visibilité sur combien de temps on a sur cette ICP. Avant d'arriver au bout. C'est d'être capable de dire, j'ai 3 ans. Par rapport à ce que tu veux, ta courbe de croissance, le potentiel que je vois sur le marché, la façon dont les gens réagissent aux campagnes, on a 3 ans devant nous. Là, on n'a plus qu'1 an. Donc ça veut dire que moi, j'ai besoin que tu donnes très vite des axes pour nouvelles cibles, nouveaux pays, nouveaux produits, ce que tu veux, mais à part qu'on diversifie. Et je pense que la vraie valeur, c'est ça. Et comment tu suis justement tout, quand tu arrives à faire cette belle projection? Alors déjà, je suis très étonnée du nombre de CMO qui ne connaissent pas l'intégralité de leur cible. On est en B2B.
facile. B2B facile, tu as un nombre de comptes qui va être généralement quelques dizaines de milliers. Et ou alors, plus. je t'interromps juste avant. Ouais. Quand tu dis on a 3 ans, c'est qu'on a 3 ans de pipe devant nous ou c'est comment tu Non, enfin, avant d'arriver c'est à la bon. fin de cette cible-là. D'accord, ok. Donc Donc, mais comment tu calcules? C'est 3 ans, c'est 4 ans, c'est 2 ans. Alors, donc, tu vas partir d'une cible quelconque. Par exemple, je sais pas, tu sais que tu as 40 000 comptes cibles en France qui ont le bon profil pour acheter ta solution. Tu sais qu'une bonne part de marché, c'est entre 10 et 30%. Et tu vois la vitesse à laquelle tu pénètres. Okay. Donc je mets de côté les premiers 10% qui sont les 10% faciles d'innovation. Donc ça, en général, tu fais toujours des projections de merde parce que tu traces les traits tout droit. Tu vois que tu as gagné tout de suite. C'est ça. Donc tu mets à part ces premiers 10%, par exemple les 4000 premières personnes à qui tu parles, tu les mets de côté et ensuite tu regardes à quelle vitesse tu arrives à monter. D'accord. Et donc tu te dis que ton objectif c'est 10 à 30% du volume total. Donc tu te dis 10 à 30% on va les avoir dans 2 ans. Donc sachant que pour un lancement de produit, il faut que tu le saches 1 an avant, que pour l'ouverture d'un pays ça demande 18 mois, etc. Là pour faire ton revenu dans 2 ans, on l'a pas. Et c'est vraiment ça qui je trouve a de la valeur parce qu'on est les seuls à pouvoir faire, on est les seuls à avoir cette vision d'ensemble de tous les comptes. Et en fait si on le fait bien et ce que je fais souvent parce que je suis feignasse, j'achète tout le marché, je le mets en base et il y a toutes les campagnes qui tournent. Oui mais parce que c'est plus facile en vrai. Et selon les campagnes qui tournent, tu vois les SDR ils arrivent à accrocher 10%, tu vois que tes mails ils sont ouverts à 20%. Et comme tu sais, après ça te fait des sortes de standards. Donc tu dis, bon, le marché il est mature à temps, donc il va falloir un an. Les concurrents ils doivent être à peu près à la même vitesse, il n'y a pas de raison que tu sois meilleur qu'eux. Enfin, en vrai, on peut se faire plaisir, mais on le sait. Donc vous êtes 3 sur dessus, bon voilà. Et en fait, c'est ça, d'être capable de dire à ton chef, attention, moi j'ai besoin que d'ici 1 an, je sache quel pays on ouvre, ou alors il faut qu'on vende 10 cas de plus le deal parce qu'on va pas y être. Personne d'autre peut le faire. Ok. Super intéressant. Ah mais moi je reste je reste juste à la première partie, des KPI simples. Je suis pas allé à la partie 2. Avec Thibaut, vous aviez quoi comme KPI globalement? Vous posiez souvent sur, je pense, un chiffre que vous traquez. Est-ce que c'était le MRR? Est-ce que c'était des choses beaucoup plus Non, granulaires? le KPI qui était important pour lui, alors c'est rigolo parce que moi c'est pas le KPI que je suivais, pour lui c'était le nombre de rendez-vous que le marketing générait pour les sales. Ok, ça c'était au début, mais ça a continué au-delà? Ça 4 ans. reste toujours le principal. Ça reste le en vrai, principal. 4 ans c'était ça. C'était, tiens, ce quarter, il faut générer 200 rendez-vous pour l'équipe commerciale. Donc ça, c'est ce qui m'a drivé pendant les 4 ans. Alors oui, ça m'a intéressé, mais pas que. Moi, je regardais beaucoup. En fait, tout le funnel que tu as dit tout à l'heure, c'était de dire, ok, moi, je fais des actions, moi, je suis très business, j'ai envie de savoir quels sont mes canaux, mes leviers qui me permettent de closer les plus gros comptes, d'accélérer le closing, d'avoir le cycle de vente le plus court. Ah bah tiens, le site web, c'est cycle de vente très court, mais petit panier moyen. Tiens, le nurturing, c'est les plus gros comptes. Tiens, le webinar, ça accélère les deals. Et donc moi, ça m'intéressait de voir effectivement tout le suivi de nombre de leads générés, conversion au rendez-vous, conversion d'opportunité et conversion en signature. Donc moi, je suivais tout ça sur mes marchés. Et en fait, c'est ce qui me drivait aussi dans les recrutements que je devais faire, les outils, dans ma roadmap marketing. Donc pour ça, c'était ultra pertinent. Les autres KPI marketing, je ne les ai jamais trop regardés, la vie du site web, tout ça. Enfin, toujours laissé de côté. Important certainement, mais j'ai toujours laissé ça de côté. Mais ça, pour moi, ça c'est ultra important. Mais c'est vrai que lui, c'était vraiment le nombre de rendez-vous générés par l'équipe marketing. D'ailleurs, si je peux me permettre, le nombre de rendez-vous, c'est une mauvaise métrique. On en revient à obligation de résultat versus moyen. Il devrait te donner un objectif de pipeline et sinon de nombre de rendez-vous. Parce que, en fait, le panier moyen, c'est pas trop ta faute. Toi, tu dois faire un nombre de millions, en vrai. Parce que tu as 200 rendez-vous tout pourris sur des petits comptes, il a mal géré. Tant pis, toi, tu as fait ton chiffre. Mais alors lui, il est dans la merde. Non, mais tu as absolument raison. Et ça fait que moi, de mon côté, je suivais effectivement tout ce qui était les montants. Effectivement, c'est ça qui m'intéressait parce que, en gros, quand je suis... c'est assez linéaire, mais en gros, l'impact marketing sur l'ARR, partout, c'est une boîte très outbound, très outbound. D'ailleurs, ils ont mis beaucoup de temps avant d'avoir du marketing. Donc moi, j'ai impacté à hauteur de 20% de manière directe l'ARR. Et moi, je suis beaucoup ça. Donc dès qu'on était à dire, OK, on va aller faire 100% de croissance cette année, attaquer tel marché, je voulais toujours m'assurer de rester donc à minima dans ce ratio-là, idéalement plus. Je n'ai pas réussi, mais à minima dans ce ratio. Mais c'est que je suis d'accord, je peux très bien envoyer 200 rendez-vous tout pourri et dire c'est bon, j'ai atteint, mais derrière il y avait quand même malgré tout en fait dans Salesforce, il y avait aussi des rejets possibles côté sales. Donc c'est-à-dire que premier rendez-vous était pris, tu pensais, parce qu'on a changé beaucoup d'organisation, mais tu pensais au départ que le rendez-vous était intéressant, en fait non, tu le rejettes dans Salesforce, donc tu le perds dans ton rapport Salesforce. Ah, on t'enlève le lead. Bien sûr. D'accord. Enfin, on m'enlève l'impact sur rendez-vous. Le lead est toujours là, mais voilà. Ça va, tiens, j'avais 100 rendez-vous et j'en ai plus que 98 parce qu'ils en ont éjecté 2 parce qu'en fait, ils sont trompés. En arrivant au rendez-vous numéro 2, c'était pas bon du tout. C'était trop early.
Ça nous amène un peu dans la continuité à Et ce toi aussi, côté tu utilises la même rituel. chose ou- Moi, je suis beaucoup plus B2C. Donc je suis le B2C. Il est. C'est des grandes masses en fait. Tu as la même logique. La logique, c'est ce que je dis. La logique, c'est qu'il faut gagner de l'argent. Mais les funnels sont assez quand même différents structurellement. Et c'est du jeu de volume. Donc si tu veux, le truc, c'est que moi, on va pas me rejeter un lead. Non, il a bouncé, on le rejette. Donc c'est vraiment, enfin, ce qui est la mentalité est la même, mais les outils et les échelles sont très différentes. Et le truc du B2C, c'est que t'as pas du tout ce qui est intéressant, c'est que t'as pas ce ping-pong, voir cette rivalité, c'est pas la même accountability. Parce que pour moi, un CEO de B2B SaaS, ça reste un sales. Alors tu dois avoir des profils, mais ce qu'il veut, enfin, le travers que tu peux avoir dans la relation CEO dans le B2B SaaS, c'est que le mec qui dit moi j'ai fait un produit, tout le monde doit l'avoir. Il y a pas, je te donne l'argent que tu veux, mais je veux arriver à mon résultat. Et il y a beaucoup de choses de finesse entre les deux qui n'existent pas forcément de la même manière au B2C. Sur le B2C, c'est un site internet, tu balances une tonne de trafic, il convertit pas. Mais il n'y a pas ce rapport, je trouve, du CEO à trouver ça scandaleux que les gens n'achètent pas son produit. C'est le principe de l'entrepreneur, c'est qu'il pense que le monde entier est son employé, par défaut, et donc qu'il a pondu un super SaaS qui fait, le énième SaaS qui fait de la comptabilité avec les pieds, et donc il se dit c'est scandaleux que le monde entier n'utilise pas de genre dans son mindset. C'est ce mindset qui fait qu'il y va, il fait un truc, il fait un go-to-market, il s'en fout du tal, enfin, il y va, mais en revanche, c'est vrai que dans le pilotage, certainement encore plus quand tu es at scale, c'est compliqué parce que tu vas créer des frictions. Dans le B2C, la friction elle est presque plus reportée sur le client. Et genre, putain, pourquoi il n'a pas acheté mon petit micro quoi. Alors que dans ces relations entre le Head of Sales, le CRO éventuellement et le CMO, tu as un truc où c'est plus difficile, je pense, d'aligner. C'est un autre challenge d'aligner dans le B2B. Là où le B2C, on est un peu plus tous embarqués en disant, en gros, on peut plus rejeter la faute sur Google. Mais tu as raison, après tu rejettes la faute sur le SEO, mais il n'y a pas. On remet moins en question intrinsèquement le produit que tu commercialises. Moi, je fais la comparaison de vol. C'est la comparaison de vol, c'est très con. Et en revanche, c'est la manière dont on fait. Mais il y a moins, ça crée moins de tension. Les tensions, c'est t'es CMO, tu crames de l'argent et tu sers à rien. Partout pareil. Mais en revanche, sur la finalité, l'utilisateur, il vient sur ton site, il consomme pas, mais il n'y a pas ce côté je disqualifie ton lead, il a churné, et qui devient presque parfois trop émotionnel dans le B2B, parce que tu as créé un produit. En B2C, tu crées c'est différent le produit que tu crées, quoi. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser, pour moi, le KPI principal du marketing, mais que pour le marketing, c'est le temps qu'il te faut pour toucher quelqu'un. Que toi, tu vas moins avoir parce que les gens, ils viennent directement. Moi, ma vraie métrique, c'est ok, j'ai 40 000 comptes, je vais mettre combien de temps à toucher ces 40 000 comptes? Et combien de fois je vais réussir à les toucher? C'est que tu vas avoir un mail qui s'ouvre, une démo, tu vois, ça te plein de touchpoints différents. Justement, n'importe lequel. C'est combien de temps il faut pour avoir une réaction de leur part, pour les exposer à la marque. Parce que j'ai pas toute cette facilité, avec beaucoup de guillemets, que tu as, qui est que c'est dispo. Ils peuvent y accéder tout seuls. Nous, il y a un accompagnement à un moment quand même. Donc, et c'est ce temps à la touche et ce nombre de touches par an qui va conditionner beaucoup de choses, puisque ça va conditionner la taille de l'équipe commerciale, ça va conditionner le nombre d'actions que tu peux faire. Tu ne vas pas leur envoyer un mail toutes les 10 minutes, même si mes potes aux US le font. Nous, non pas. Non, mais c'est voilà. Et c'est en fait, c'est comment tu jauges la taille de ton équipe, ton budget et tout par rapport au nombre de touches que tu vas avoir avec un compte et pas une personne. Donc c'est clair, c'est un cost to touch point, quoi, quelque part. C'est un cost, c'est le time to, mais il y a une composante de temps et de coût. C'est exactement ça. C'est quel est le ratio le plus efficient, on va dire justement temps, argent, pour réussir à toucher. Et ça se voit qu'on est sur un marché qui est mature, on en vient à 3, 4, 5 touches par compte par an. Et là, on sait que c'est plus un marché en croissance. Puisque les gens, on les expose. Donc en fait, on va les attraper quoi? Au moment où ils vont changer de prestat, au moment où ils vont avoir le besoin, au moment où il va y avoir le budget. Mais il n'y a plus rien à faire, parce que de toute façon, ils sont exposés à ta marque, donc ils la connaissent, ils la voient. Et vivre ça dans une boîte, je ne sais pas si vous l'avez vécu, c'est un moment qui est vraiment fort parce qu'on se rend compte que c'est bon, là on a fini, on en revient à, il me faut un nouveau terrain de jeu. Parce que, parce que tout est en place et ça va mécaniquement continuer, mais tu n'auras plus les fameux gros booms de croissance qu'on peut avoir quand on défriche quelque chose. Assez clair. Je vais vous amener dans la continuité. Est-ce qu'il y a des rituels entre CMO et CEO? Et ça, c'est une question pour tout le monde. Que vous aujourd'hui trouvez intéressant d'un point de vue réalignement ou même communication, parce qu'à la fin j'ai l'impression que ça revient souvent à ça, à communiquer bien, à la confiance progressive, puisque c'est ça un peu, et à ce côté alignement constant des objectifs
en fonction de ce que ramène l'environnement comme contrainte et aussi en interne, parce que des fois il y a des départs, des arrivées. Est-ce que, au fil de votre expérience, et je m'adresse à nos 3 CMO maintenant ici, est-ce qu'il y a des rituels que vous avez repérés avec le temps? Moi, si je peux juste faire un insert, je ne sais pas si on peut parler de rituel, mais il y a un truc qui est un peu injuste, c'est que notre métier, certes, il y a une composante technique, un peu d'intuition, ça c'est CMO, c'est très sympa, mais on a l'impression que c'est quand même pas si compliqué que ça d'être CEO, juste en termes de pression, et que s'il y a un rituel, et c'est marrant parce que je l'ai fait un peu plus tard que tout à l'heure, c'est de... comment dire, moi, par principe, je trouve que tu dois un peu savoir de quoi tu parles. C'est très con ce que je dis. Mais un CEO, il faut un peu lui mettre le nez sur les interfaces qu'on utilise. De temps en temps, mon rituel, c'est de montrer, c'est de faire des trucs devant le mec, même si c'est même les équipes qui le font, pour montrer que je sais le faire, pour montrer la complexité que ça a. Et généralement, il la ferme. C'est pas un rituel, c'est une façon de s'en séparer. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que on a toujours un peu on suscite la suspicion d'être un peu les bandos. Voilà, c'est pas toujours faux. En revanche, on a quand même ce layer technique et qui vient avec un peu du temps, avec ce que tu dis, il y a quand même une complexité qu'il faut qu'on arrive à démontrer. C'est pas tant pour justifier que voilà, pas objectif. C'est pas dire voilà, il y a une machinerie derrière. C'est pas juste je mets du fric dans n'importe quel outil et ça part tout seul. Et je pense que le rituel, enfin s'il y a un rituel, c'est de partager cette connaissance. Ça va dans la communication, je trouve que c'est un peu vague de dire qu'il faut communiquer quoi. Parfois, il faut s'insulter, évidemment, assez souvent. Mais communiquer, c'est aussi dire, regarde, techniquement, les funnels, les trucs, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour arriver à ce qui, toi, t'intéresse, c'est le closing. Et tout ce qui est avant, en fait, c'est tellement complexifié avec le temps et avec la maturité dont tu parles. Quand tu exploses 3, 4, 5 fois par an, il y a toute une machinerie. Je pense qu'il faut un peu soulever le capot. Et voilà, c'est certainement pas le meilleur du monde parce qu'on peut toujours améliorer. En revanche, je trouve qu'il n'y a rien de tel que l'exemple de dire, regarde un peu notre méta-compte manager, machin, pour dire, regarde quand même que il y a de l'intelligence qui a construit un système qui finit par produire des leads. C'est pas juste, on a mis la carte de crédit, ouvert Google et c'est parti tout seul. Et ça, dans le temps, ça aide énormément à pacifier la relation pour peu qu'il n'y ait pas un peu un refus d'obstacle de comprendre, ce qui peut aussi arriver. Et comme en fait, c'est jamais ni tout blanc ni tout noir, faut être assez didactique, je pense. Same ou... Alors moi, pour l'alignement, ce qu'on faisait chez Partout, c'est qu'une fois par an, je présentais quand même une roadmap marketing qui était plutôt un peu les grands projets qui étaient importants d'amorcer pour l'année prochaine. Ensuite, on avait, de toute façon, on fonctionnait avec les OKR, donc tous les trimestres, entre la direction et les départements, c'était cet alignement qui était déjà global. Donc ça, c'est un boulot que tu fais tous les trimestres. Et ensuite, on se voyait toutes les 2 semaines si besoin. Donc finalement, si on revient en arrière, on se voit toutes les 2 semaines, puis tous les 3 mois, puis une fois par an. À la fin, logiquement, si tu finis par parler le même langage, que tu as la bonne pédagogie, que tu montres, comme tu dis, ce qu'il y a sous le capot, etc., tu devrais bien t'en sortir et avoir le bon alignement. Enfin, en tout cas, nous, ça a bien fonctionné. Ouais, j'ai envie de rajouter 2 choses à ça, de rituels qui avaient bien marché. Quand je suis arrivée chez PeopleDoc, ils n'avaient aucune idée de ce qu'était le marketing. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai mappé un funnel complet, avec toutes les actions qu'on peut faire, les maturités et autres. Et en fait, avec des couleurs, qu'est-ce qu'on faisait bien, qu'est-ce qu'on faisait pas bien. Et en fait, chaque trimestre, je mettais à jour. Et les slides se succédaient, donc quand tu les passais très vite, tu voyais les couleurs qui allaient vers le vert. Et en fait, c'est tout bête, mais quelque chose comme ça leur a permis de comprendre très visuellement sur quoi on se focusait et pourquoi. J'ai pu leur montrer que d'abord on allait soigner le bas de funnel, parce que vu qu'en haut c'était tout rouge, si on rajoutait des actions, ça allait servir à rien. Et en fait, leur montrer de façon très visuelle pourquoi tu fais, dans quel ordre, le CEO mais aussi l'ensemble du COMEX ont pu comprendre les activités et du coup ils me demandaient en fait à chaque trimestre, ça en est où, est-ce que maintenant la ligne elle est verte. C'est bête, mais et du coup ça me permet aussi de débloquer les budgets. C'est trop bien ça. Donc franchement hyper efficace, quand vous êtes sur des gens qui comprennent rien, très très bien. Le deuxième point que j'adore, c'est un point qu'on a tous les lundis qui est mis en place mon CEO actuel, qui est avec les commerciaux. Et en fait, les commerciaux font des feedbacks sur les deals qu'ils ont eu de notre part. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup parce qu'on est les sales sont nos clients, donc on leur donne, mais on les interroge finalement assez peu sur ce qu'on vous a donné, ça a donné quoi. Et ils sont pas très accountable du bon traitement qu'ils font de notre petit lead chéri, comme tu le disais. Voilà. Donc ces calls sont très bien parce qu'en fait ça permet d'avoir un focus sur la semaine d'avant. Nous on donne les 2-3 actions phares qui nous permettent de générer des gros volumes, des choses intéressantes. Et eux disent, voilà les histoires que j'ai eues, les objections que j'ai eues, ce deal là il progresse parce que... Et en fait tout le monde est responsable que ce deal avance. Et nous on peut intervenir en disant, attends, ce cas-là, mais nous on a fait un cas client sur exactement le même use case, on va te le donner pour ton cas. Et en fait ça
amorce ce côté de on met notre nez pas qu'au début du cycle de vente, Ouais, bien sûr. mais sur l'ensemble. Le reste, sinon c'est des rituels classiques, mais ces deux-là étaient vraiment Trop bien. utiles. Et concrètement, maintenant avec le temps, avec votre expérience, est-ce qu'il y a eu un moment donné où, avec votre CEO, vous avez démarré un projet commun à l'intérieur de la boîte? J'ai l'impression que toi, oui. Parce que j'ai l'impression, maintenant on est vers un peu la fin, tout s'est bien passé, il n'y a plus de conflit, tout va bien. Et je pense que la relation, j'imagine, peut évoluer dans un bon sens. Et je vous amène un peu sur ce terrain de, ok, en fait, la relation elle est tellement saine, la confiance a pris maintenant le dessus, qu'on peut parler projet. On le démarre from scratch, j'imagine, qui peut être interne, externe. Par exemple, toi, je sais que voilà, tu fais des choses maintenant au-delà de partout avec Thibaut. J'imagine toi aussi et Guillaume aussi. Est-ce que, par exemple, Selma, tu peux nous parler de ce sujet de faire un projet avec son CEO? Alors pour le coup, c'est lui qui m'a dit d'en parler. Ah bah c'est bien. C'est le moment de dire augmente pour la 4e fois. Non, mais non, c'est pas, tu m'as cramé mon effet. Non, pour le coup, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas un taf de CMO à faire, j'avais un taf qui était un petit peu à l'étape d'avant, qui était de ranger la boîte. Ok. C'était une boîte qui avait grossi très vite avec des gens dont c'était la première expérience. Et l'avantage qu'on a, nous, c'est comme à force d'en faire, on voit, il y a un peu des étapes qui se répètent ou des problèmes qui arrivent à des moments particuliers. Voilà. Donc j'ai commencé par, ok, mais on se réaligne sur la vision, je veux le positionnement, je fais les valeurs de l'entreprise. Il n'y avait pas de RH, donc il s'y pris. Et en fait, mon premier projet avec lui, c'était vraiment, je sais depuis 3 jours, c'était de réaligner l'ensemble de l'entreprise sur le but commun. Et très égoïstement, parce que sans les valeurs et sans le positionnement, tu ne peux pas bosser en marketing. Parce que si tu n'as pas le positionnement, tu vas faire plein de contenu qui ne sert à rien. Et si tu n'as pas les valeurs, tu vas parler d'une façon qui ne fait pas du tout, qui ne fait pas illusion, que personne ne va te croire. Donc moi, il me fallait ces 2 trucs-là, et c'est les premières choses qu'on a fait. Et même encore aujourd'hui, c'est moi qui vais faire bosser tout le monde sur la définition des OKR, c'est moi qui mets en place les process de training sur la personnalité, etc. auprès de tout le monde. Parce que je pense que mine de rien, on est un peu les mieux placés pour avoir ce rôle de facilitateur entre les équipes et de créer cette vision commune. Pourquoi ? Parce qu'on est les premiers bénéficiaires du fait que ces décisions soient bonnes. Parce que les autres vont mettre beaucoup plus de temps à le voir. Si les valeurs ne sont pas bien choisies, avant que le produit s'en rende compte parce qu'ils auront fait 5 mauvais recrutements, il peut se passer 1 an, tu vois. Alors que nous, on le voit tout de suite parce que hop, le ton dans un mail de CSL, il passe pas. Et donc on a quelqu'un qui vient se plaindre sur LinkedIn, après il faut rattraper le coup. Donc dans tout ce projet en fait, qui va au-delà du rôle, mais qui devrait faire partie du rôle du marketing, de réaligner tout le monde sur l'essentiel à l'intérieur, à l'extérieur, et de s'assurer qu'on suit ce qu'on a dit. Ouais, chez Partout, donc pour le coup, c'est un projet très plus petit, plus ciblé que ça. Mais c'était la prise de parole de Thibaut sur LinkedIn. Okay. Aujourd'hui, c'est un, comment on dit ça, c'est un top voice. Top voice, exactement, c'est un top voice. C'était pas le cas avant. On faisait pas grand chose sur LinkedIn, on faisait un peu le strict minimum. Et c'était donc Vincent, le directeur commercial, qui m'avait suggéré de suivre la formation de Grégoire Gambato de Germinal. En fait, je suis cette formation. Et Thibaut qui me demande alors comment ça se passe, c'est intéressant, oui, j'apprends plein de choses. Et en fait, je fais le premier exercice demandé par la formation. Et là, mon post fait, je sais plus, genre 400 likes, 150 commentaires. Et là, il fait ok, donc ça marche en fait, ça marche. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as appris? Donc j'ai fait une synthèse. Le lendemain, il s'est mis à appliquer ça. Et ça, c'était en fin 2019 ou début 2020, quelque chose comme ça. Et en fait, il ne s'est pas arrêté. Et surtout, ça a permis, c'est des impacts tellement forts sur le recrutement. Il n'y avait pas un ou une candidate qui disait pas je vous ai pas vu sur LinkedIn, j'adore votre ton, j'adore ce que vous dites, vous êtes super dynamique. Les prospects, les clients qui nous voyaient qu'une boîte 10 fois plus grosse, tellement on prenait la parole, des deals qu'on signait grâce au poste de Thibaut, quand je me souviens toujours de ce poste-là où il avait annoncé la signature d'un client en Arabie Saoudite. Dans l'heure, tu as le concurrent qui le contacte, et un mois plus tard, c'était signé. Et en fait, ça, c'est une routine qu'il a eue, et qu'il a encore aujourd'hui tous les jours, et qui a un impact immense pour la partie corporate, la partie business. Et ça, c'est quelque chose qu'on a amorcé à deux, mais finalement, moi, j'ai pas fait grand-chose, hormis lui faire une synthèse de la formation, et puis derrière, il s'est envolé tout seul. Juste pour un peu, parce que ça m'intrigue, le côté LinkedIn. Tu veux devenir Top Voice? Pas vraiment, mais je pense que... Je transfère la formation. J'ai démarré un peu plus tard là-dessus, parce que j'étais pas trop conscient de ça à l'époque. Mais ça m'intéresse aussi, par exemple, sur la continuité de ce projet. Aujourd'hui, le projet, il va au-delà de ça, ou aujourd'hui, en tout cas, l'exemple que tu donnes, est-ce que, au-delà de partout,
maintenant que tu as quitté, où vous avez gardé une relation, vous avez développé d'autres projets. Est-ce que cette relation elle s'est développée au-delà? Ouais. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on n'a jamais été autant en contact que depuis que je suis plus dans la boîte. Donc ça veut dire beaucoup. C'est assez rigolo. Non, parce que justement, c'est qu'en fait, chez Partout, il y a tout qui roulait. On arrivait à un stade de confiance où, je me rappelle, les points qu'on faisait toutes les 2 semaines, ça durait 15 minutes. C'est ok, très bien, tout roule, ciao, j'enchaîne mes rendez-vous. Et là, c'est le côté de, il a investi dans pas mal de boîtes. Il prend beaucoup la parole sur LinkedIn. Il a son média Follow Tribes, qui fait qu'il a sorti un bouquin, et ça fait que, par exemple, il s'est appuyé sur moi, la sortie de son bouquin, pour que je mette en relation avec plein de fonds et d'accélérateurs. Le média Follow Tribes, il m'a fait écrire des articles sur le média. Là, c'est moi qui reprends le podcast Start to Scale. Des boîtes où il a investi, il a fait des mises en relation pour pouvoir donner un peu des conseils en marketing ou des prises de parole dans des conférences. Donc ça fait qu'on n'a jamais autant, entre guillemets, bossé, bosser c'est un bien grand mot, mais autant interagi que depuis que j'ai quitté Partout. Donc oui, c'est assez rigolo. Ouais. Alors des projets. Écoute, ce qui est vrai, c'est que la nature de la relation change beaucoup quand tu quittes la boîte. Ça, c'est un truc que j'ai vu dans les projets. J'ai monté pas mal de side projects dont certains grossissent, mais rarement avec des anciens collaborateurs d'un travail salarié, je dois dire. Mais il y a un truc qui est étonnant, qui est assez humain, c'est la nature de la relation quand on bosse ensemble et quand on bosse pas ensemble. Et du coup, qui fait que si on doit se relancer dans un truc, j'ai essayé, Charles qu'on a reçu ici, on n'a pas arrêté de discuter, mais il y a un truc où j'ai l'impression que si tu synthétises, tu peux avoir une très bonne relation de travail, mais tu deviens pas forcément un pote après. Et du coup, l'idée de devoir te relancer avec cette personne-là, soit c'est devenu un pote, et se lancer avec un pote, c'est compliqué. Alors tu bois des coups, tu bois un apéro, tu dis il faudrait qu'on fasse ça. Puis c'est plus devenu un pote qu'un collaborateur. Et sinon, il y a un côté où j'ai l'impression que ça me... Enfin moi, j'ai jamais été vraiment excité par ça. C'est très bizarre. Pourtant, parce que paradoxalement, tu connais très bien les gens. Donc tu as bossé avec eux 2 ou 3 ans, tu commences à connaître leur mécanisme. Mais ça c'est jamais, je sais pas, je pense qu'il y a aussi le côté de la nouveauté qui te pousse à lancer un truc, parce que tu te lances un peu aventure en disant, bon, je sais pas trop à quoi... je sais pas trop s'ils sont bien, pas bien, je sais pas comment ça va se passer, alors qu'avec quelqu'un que tu connais, avec qui tu as forcément eu des tensions, parce qu'on va pas se mentir, quand tu bosses avec des gens, il y a vraiment des tensions, tu vas peut-être chercher le moment de te dire, ce qui va te réfréner, c'est-à-dire, je sais que tu vois, il va pas aimer ça dans mon caractère, ma manière de bosser, moi j'aime pas trop ça, donc pas trop. Il faut être un peu débile, quoi. Et le problème d'être un peu éduqué à la relation, c'est que moi j'ai toujours trouvé que c'était aussi un moment de la vie, tu vois. Tu bosses avec les gens, puis ça s'arrête. Après, les interactions, c'est cool parce que je pense que tu te connais bien, donc tu sais ce que tu peux apporter, mais c'est mieux que ce soit plus finalement transactionnel. Oui, et moi ce que j'aime bien, c'est que ça devient des mentors ou des go-to. Quand tu as un bout, c'est des personnes qui te connaissent, qui t'ont vu travailler et à qui tu peux aller poser des questions que tu ne peux pas poser à d'autres. Tu peux dire, on m'a proposé ce boulot, à ton avis, j'y vais pas, tu connais le boss. Voilà. Ou, moi, typiquement, je fais beaucoup de conseils et les premiers qui ont mis le pied à l'étrier, c'est mon ancien CEO qui justement m'a commencé à me conseiller à des potes à lui qui se lançaient. Ça fait plaisir déjà. Et puis ensuite, tu te rends compte que t'aimes ça. Et puis eux te recommandent à d'autres potes. Et puis ça fait boule de neige. Et en fait, sans eux, je pense que jamais j'aurais eu l'idée de commencer, parce qu'à quel moment tu penses être légitime pour aller dire à quelqu'un, je vais te conseiller, je vais te dire ce qu'il faut faire. C'est toujours des gens qui t'introduisent en vrai. Donc ça aide. Et vraiment cette relation... Ça donne une social proof qui est d'autant plus légitime qu'il y a un passé, il y a eu une expérience ensemble. Exactement. Clairement. Et moi, il y a 2 boîtes, donc le DocuSign, l'ancien PDG, reste mon mentor. On se voit 2-3 fois par an, on déjeune ensemble, je lui explique des vrais problèmes, des carrières, des choses tu peux lui en parler parce qu'il fait très longtemps qu'il te suit. Mais en même temps, il n'a aucune raison de te conseiller d'une façon ou d'une autre. Donc c'est vraiment un avis extrêmement neutre. Ça lui fait juste plaisir de te suivre. Et en fait, des gens à qui ça fait plaisir de te suivre, il n'y en a pas beaucoup, il y a ta mère. Non mais voilà. Et en fait, c'est un peu des jalons dans ta vie pro. Et je trouve que c'est très important de les garder, justement de ne pas dénaturer en faisant autre chose avec eux. Puisque la beauté de cette relation, c'est ça, c'est vraiment... Enfin, je sais pas, comme tu ne retournes pas avec ton ex, tu ne retournes pas avec ton boss. Si, je suis désolée. C'est ça, exactement. Non mais t'as raison, c'est une façon de le dire très exacte. Même si moi, les boss, c'était souvent des hommes, donc il y a... Des détails. On va pas aller dans le... Voilà, mais quand ça se passe bien avec un ex, tu peux le rappeler en disant est-ce que j'étais vraiment aussi chiante que ça? La réponse est oui, mais... Évidemment.
Non, mais il y a un truc de. Enfin, c'est marrant parce que c'est vrai que c'est comment tu arrives à maximiser. Tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, c'est comment est-ce que tu arrives à objectiver, à maximiser des relations qui sont humaines. Malgré tout, tu ramènes toujours des réflexes, des choses qui tiennent au caractère. Enfin, à un truc commun de caractère humain, puis au caractère de chacun, qui fait que c'est marrant de se connaître, mais je pense que plus tu te connais, plus tu connais pas mal tes limites. Je trouve que ça reste un peu le côté. On va aller explorer d'autres trucs et je sais pas, moi, c'est aussi de la nature du travail, mais c'est marrant, c'est que vraiment, j'ai toujours trouvé que, on fait un boulot, on est payé pour un boulot dans le cadre un peu salarié, ça doit être un CEO, ça s'arrête là et ça devient de l'amitié ensuite. Ok. Mais rebosser, mais effectivement, tu as raison, j'ai des anciens boss qui m'ont mis en relation pour suivre les conseils et pour le coup, moi, je me trouve hyper légitime à filer les conseils, mais c'est vrai que ça crée pas, enfin, le boulot peut créer, voilà, je pense que c'est des relations qui sont tellement complexes que quand c'est terminé, tu as complètement raison, c'est comme des relations en fait. C'est des relations. C'est intense. Ouais. Ça te demande beaucoup en vrai. Ton CEO, tu le vois tous les jours. Tu peux plus de temps avec eux qu'avec ta famille. Bah, Carrément. Et je dis rien, du coup. Non, mais. ça dérive. Tout honneur. Mais en soi, un peu pour faire une sorte de note de fin, j'aimerais bien un peu voir si peut-être il y a un sujet qu'on n'a pas trop abordé, qu'on n'a pas trop creusé. Je pense que c'est le moment, avant de conclure sur cette belle relation qui m'a l'air bien épanouie chez tout le monde. Est-ce qu'il y a un sujet que vous pensez qui n'a pas trop été poussé, abordé, que vous pensez essentiel, ou peut-être des fois une erreur ou un point précis qu'il faut éviter absolument à nos marketeurs qui nous regardent, et notamment à nos directeurs marketeurs, et même à des CEO, parce que aussi on a essayé d'aborder ça. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu la liste ou le toolkit du côté CEO, du côté CMO. C'est-à-dire que du côté CMO, en gros, ça peut créer des frustrations et des tensions. Et si tu fais la liste de ce qui peut les empêcher ou les retarder ou les rendre plus acceptables, et bien effectivement, il faut le faire en miroir. Il faut le faire en miroir du côté CMO. Moi, je dirais si tu vois les objections qu'on fait au CMO, c'est toujours que c'est pas assez efficace, que c'est trop long, c'est tout ça. D'où un peu l'idée d'éducation, d'où l'idée de quand même de partage. J'aime pas le terme communication parce qu'il suffit de faire du bullshit et puis c'est vrai. Pas plus de communication. Et du côté CEO, je pense que c'est beaucoup d'éducation de sa part et à l'inverse. Et il y a souvent je pense que là où il y a plus de crispation, c'est quand chacun est absolument sûr de son fait, quoi. Et bon, ça, c'est du boulot, mais je pense que tu peux faire une liste, je sais pas si des points de vigilance à avoir et qui font que généralement, en fait, si on converge pas en allant dans le même sens, ça finit par péter, quoi. Faire un effet miroir et essayer de traquer un peu via une liste, quoi. Je rajouterais bien quelque chose, c'est pas minimiser l'importance de la relation. Comme pour toute relation humaine, et là encore plus, quand ça rate, quand ça pète, déjà ça arrive et c'est pas grave. L'essentiel, encore une fois, c'est pas s'acharner. Encore une fois, on en revient à la relation de couple, je suis désolée, c'est une mauvaise comparaison, mais parfois c'est pas le moment de s'acharner, faut savoir arrêter. Et c'est pas grave, faut pas se remettre en cause aussi, c'est qu'on est dans le mauvais environnement avec les mauvaises personnes, qu'on n'est pas mauvais. Il faut aussi prendre le temps, comme après chaque deuil, de faire son deuil de la relation et d'en profiter pour faire un petit moment d'introspection, de se reposer les questions de qu'est-ce qu'on veut, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on ne veut pas retrouver dans la relation d'après. Je trouve que souvent, on en parle beaucoup dans un contexte personnel, mais dans un contexte pro, se faire virer, je me suis fait virer et je le vis très bien, ou quitter une entreprise, c'est toujours un échec. Alors qu'en fait, non, pas du tout, ça permet d'en apprendre plus sur soi. Il faut prendre le temps d'en tirer les enseignements avant de jump dans la relation pansement d'après pour essayer de se convaincre que finalement on est bien. Non, c'est une relation qui est importante, c'est normal qu'elle ait de la valeur, c'est normal qu'elle nous fasse de la peine et c'est normal de prendre le temps d'y réfléchir. Et encore une fois, on le fait pas. Les gens, ils courent. Du coup, à toi. Petite conclusion, Patrice, ou c'est... Attends, est-ce que ce serait pas à toi de conclure un peu là? On devait avoir une discussion avec toi et finalement... Non, en soi, après moi je suis un peu le mec déguisé, parce qu'en même temps je suis une sorte de CEO, CMO en fusion, et effectivement je regardais ça de manière très intéressée, parce qu'au final, je pense que c'est assez compliqué. Alors j'ai jamais été dans une position en tant que CEO d'avoir un CMO, mais par contre je trouve hyper intéressant de naviguer un peu ces relations à travers des profils, surtout que moi aujourd'hui je me positionne plus comme un CEO qui maîtrise
le marketing. Et je trouve que c'est à la fin ce qui revient, c'est tout ce que vous avez dit, c'est pas effectivement communiquer dans le sens communication pure, mais c'est d'essayer de aligner constamment à travers une ligne. Chacun a sa méthode. Toi tout à l'heure, un peu pour l'intégrer dans la conclusion, c'est ce côté. Tu sens un truc, c'est à toi de trigger vers le CEO si lui ne le fait pas, d'aller dire ok il y a un problème, parlons-en, ou c'est le mec qui part plutôt de côté tout le temps positif dans le sens où même quand ça échoue, quand tu te fais virer, de travailler sur soi et en fait de le voir de manière très positive. Donc franchement je pense qu'on a abordé pas mal de choses. Moi d'un point de vue plutôt CEO, je pense que aussi, et c'est un message un peu pour les CEO, il faut que les CEO intègrent naturellement, notamment on en parlait tout à l'heure, quand ils ne maîtrisent pas le métier du marketing. Peut-être c'est une autre dynamique quand il comprend un peu le marketing de se laisser un peu convaincre parce qu'à la fin, s'il recrute un CMO, c'est qu'il lui fait confiance. C'est pas pour qu'il soit en conflit avec lui, c'est il lui donne un département et une fois que la relation est établie, il y a des mécanismes de préavis, comme tu veux, c'est bon, il fait son travail, tu le laisses faire son travail et par contre, évidemment, c'est pour ça que je parlais de chercher des rituels à récupérer, tu as le droit de faire des rituels assez périodiques pour soit se rassurer ou soit développer une forme de progressivité en quelque sorte. Donc moi en tout cas je me suis bien nourri un peu de toutes ces expériences et le jour où ma boîte explose et que j'ai besoin d'un CMO, je pense que... Tu nous donneras des conseils, hein. Bien sûr. Évidemment. Merci beaucoup Patrice, Selma et Guillaume. Merci à toi. Merci à toi. Je vous dis à très très vite. À bientôt.